Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus, comme d'habitude, aussi nombreux. On est ravis, malgré la chaleur et la fête et la musique et plein de concurrence ce soir, que vous soyez là. Bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme, conséquences, mémoire et traces de la spoliation, organisée par, comme d'habitude, l'Institut national d'histoire de l'art et la mission de recherche et restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, en partenariat avec l'Institut national du patrimoine. Cette dernière séance, avant la pause d'été, portera sur l'hôtel Drouot et le rôle du commissaire-priseur pendant l'occupation. Nous le savons tous, l'occupation allemande, le marché de l'art sous l'occupation allemande, le marché de l'art parisien est extrêmement florissant, mobilisant de nombreux acteurs, tant allemands que français et internationaux. Cet afflux des marchandises est notamment issu des confiscations et des spoliations de personnes considérées comme juifs par les ordonnances allemandes, les lois de Vichy et le commissariat général aux questions juives. L'exclusion d'une partie des protagonistes de ce marché explique également que de nouveaux acteurs viennent bouleverser les circuits traditionnels. Quel était donc le rôle du commissaire-priseur pendant la période de l'occupation ? Nos deux intervenants de ce soir, l'historienne de l'art Isabelle Rouge-Ducot et le commissaire-priseur maître parent Dominique Ribert, que David Zivy vous présentera par la suite, vont nous éclairer sur cette question. Avant de leur passer la parole, je souhaiterais juste vous rappeler quelques faits historiques et vous indiquer des sources pour la recherche. Sous l'occupation, de nombreuses ventes aux enchères de biens culturels, parmi lesquels de biens juifs saisis, furent réalisées à l'hôtel Drouot. Je vous montre ici une des affiches de l'époque qui annonçait une de ces fameuses ventes dites israélites. Qui fut réalisé à l'hôtel Drouot et qui jouissait alors d'une position de monopole. Ces ventes étaient dirigées par des commissaires-priseurs officiels en collaboration avec des experts reconnus. L'hôtel de vente de Paris, dit l'hôtel Drouot, constitue un cas singulier au sein du marché international des enchères. Les commissaires-priseurs qui y officiaient détenaient en effet le monopole des enchères publiques depuis 1801 et étaient donc les seuls habilités à diriger ce genre de vente en France. Les commissaires-priseurs étaient en charge aussi bien des ventes aux enchères volontaires que des adjudications forcées, donc les ventes forcées de biens mobiliers. Sous l'occupation, celles-ci concernaient notamment les biens juifs saisis, référencés comme, vous le voyez ici, biens israélites. Je me permets très rapidement de vous renvoyer donc à quelques sources accessibles gratuitement via le site, via nos projets à l'INHA. Donc je me permets de vous renvoyer à notre projet répertoire des acteurs du marché de l'art sous l'occupation, RAMA, qui est donc publié sur la base Agora, à la base des recherches de notre institut. Et ici, vous voyez par exemple un exemple des entrées, un article de Lukas Fuchsgruber sur le rôle de Drouot pendant l'occupation. Vous y trouvez également d'autres articles concernant des acteurs du marché de l'art comme le commissaire-priseur Alphonse Bellier, rédigé d'ailleurs par notre intervenante de ce soir, donc Alphonse Bellier qui était très actif pendant la guerre, ou alors l'expert André Schöller qui a effectué de nombreuses expertises, notamment pour le marchand allemand Hildebrand Gurlitt, un des acheteurs pour le projet du musée de Linz de Hitler. Alors je vous montre ici la page d'accueil de ce projet. Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Et j'aimerais également vous signaler sur la page d'accueil, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver les sources numérisées sur Internet. Donc vous pouvez directement accéder via la page d'accueil vers, un peu plus bas sur la page, vous avez des liens utiles via les catalogues de vente de Drouot qui sont numérisés par la bibliothèque de l'INHA et par aussi la Bibliothèque de France. Donc presque 15 200 catalogues sont ainsi consultables en ligne et presque 14 000 pour la période du XXe siècle. Donc vous cliquez sur ce lien et vous tombez directement sur la page où vous voyez, donc vous pouvez filtrer par l'année qui vous intéresse ou par aussi éventuellement le nom d'un commissaire-priseur. Je vous signale très rapidement également un sous-projet de RAMA qui s'appelle OCAS. Donc c'était
un projet de segmentation des catalogues de vente de draps entre 1939 et 1945, effectué par mon stagiaire Raphaël Barman, qui était à l'époque étudiant en humanité numérique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. L'objectif de ce projet était d'utiliser donc la numérisation des catalogues de vente dont je vous ai parlé, qui sont conservés à la bibliothèque de l'INHA, mais afin de créer une base de données des objets vendus avec leurs métadonnées, ceci à travers un processus automatique de segmentation des images par apprentissage profond, donc le principe de deep learning pour ceux qui connaissent les humanités numériques. Ce projet est, donc je vous montre ici l'accès à cette sous-base de données. Le projet est donc concentré sur les catalogues de vente Maison Drouot à Paris entre le 1er janvier 1939 et le 31 décembre 1945, donc la période qui nous intéresse spécialement ce soir. Et le travail de segmentation a ainsi permis d'extraire plus de 300 000 objets réalisés par plus de 5 000 artistes. Et ces objets ont été mis en vente dans des enchères supervisées par plus de 200 commissaires, priseurs et experts différents. Donc, je vous laisse découvrir ça tranquillement chez vous, mais vous pouvez filtrer soit par commissaire-priseur, par expert ou alors par objet vendu. Et enfin, je me permets de vous signaler les archives du commissaire-priseur Guy Loudmer, préservées à la bibliothèque de l'INHA, qui renseignent également sur les ventes effectuées par le célèbre commissaire-priseur Alphonse Bellier, qu'on a vu d'ailleurs sur la toute première photo que je vous ai montrée, à l'hôtel Drouot pendant la guerre. Il s'agit ici d'un fonds rare, car il contient les archives privées de cette étude importante de commissaire-priseur, avec de la correspondance, des documents renvoyant à la préparation de chaque vente, des catalogues de vente annotés, comme vous le voyez ici à l'image. Donc ici, vous avez, donc, si vous voulez, le catalogue même qu'utilisait Bellier lui-même en personne au moment de la vente, donc annoté par lui. Donc, suite à cette petite publicité interne, je passe la parole à David Zivy, chef de la mission M2RS, qui vous présentera nos deux invités. Un mot rapide pour vous expliquer le déroulé de la soirée. Après une présentation assez fournie d'Isabelle Rouge-Ducos sur le rôle du commissaire-priseur en général et plus spécifiquement pendant la période de l'occupation, nous passons directement à une table ronde pour échanger librement avec Dominique Ribert, Isabelle Rouge-Ducos et bien évidemment avec vous, notre public. Merci d'être présents. Bonsoir, merci également d'être venus nombreux, particulièrement nombreux ce soir, j'ai l'impression. Quelques mots simplement donc, pour vous présenter les deux personnes qui vont intervenir, nos deux intervenants. Donc Isabelle Rouge-Ducos, comme a dit Inès, d'abord, que beaucoup d'entre vous connaissez bien, qui est membre de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, mais qui n'est pas là ce soir à ce titre. Au titre de son activité à la mission, quoique évidemment tout est lié, mais au titre de ses travaux divers, universitaires, de recherche sur les commissaires-priseurs et son expertise sur les maisons de vente, leur histoire et leur évolution. Et aussi au titre de sa fine connaissance des sources, des archives disponibles. Car Isabelle Rouge-Ducos est archiviste paléographe, elle est conservatrice du patrimoine et elle a travaillé à la fois, pas elle, Isabelle a travaillé à la fois en archives et dans les musées et dans le domaine de la recherche et a publié. Les spécialistes de l'histoire de la sculpture, avec un doctorat en histoire de l'art sur l'Arc de Triomphe de l'Étoile, qui est une thèse publiée en 2008 aux éditions Faton sous le titre « L'Arc de Triomphe de l'Étoile, Panthéon de la France guerrière, art et histoire ». Et puis, plus près de nous, de notre sujet, en tout cas d'aujourd'hui, sans doute, Isabelle est également spécialiste donc, de l'histoire du marché de l'art, avec un ouvrage sur l'histoire des commissaires-priseurs de Paris, publié chez Belin en 2013, sous le titre « Le crieur et le marteau, histoire des commissaires-priseurs de Paris et des ventes publiques au XIXe et XXe siècle ». Et Isabelle a également publié, je ne vais pas tous les citer, plusieurs articles sur le sujet d'aujourd'hui, les commissaires-priseurs sous l'occupation. Et en quelques mots, voilà, pour faire rappeler les différents postes, archives et musées. Donc Isabelle Rouge-Ducos a travaillé au service historique de la Défense, sur les archives privées, aux archives nationales en charge d'un certain nombre de fonds d'archives,
au service interministériel des Archives de France, pour ceux qui connaissent bien l'organisation. Donc c'est l'administration centrale des archives, en charge des archives privées. Puis au Musée des Monuments Français, conservatrice en charge de la galerie des sculptures et moulages. Puis au Musée national Picasso Paris, responsable du pôle des archives, de la bibliothèque et de la documentation. Et puis, depuis début 2020, juste avant le confinement, c'était pas le meilleur moment pour arriver, à la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés. Je passe à Dominique Ribert, qui est assis à côté d'Isabelle, qui est commissaire-priseur depuis 1975, donc la tête de la maison de vente Baron Ribert et Associés. Dominique Ribert a été président de la Compagnie de Paris, qui est la chambre parisienne des commissaires-priseurs pendant 3 ans, en 99-2002, a été président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs en 2002-2003, et Dominique Ribert a été membre et est membre du Conseil des ventes volontaires, qui est l'organisme de régulation de la profession des maisons de vente. Et donc, vous êtes membre, Dominique, depuis 2016, après l'avoir été au début des années 2000. Dominique Ribert est également membre de la commission consultative des trésors nationaux et depuis 2019, membre de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, dont je salue aussi le président, la rapporteure générale et le nouveau directeur, qui sont ici aussi. Et donc Dominique Ribert apporte ce soir aussi sa connaissance de l'intérieur de la profession, de l'évolution de la profession depuis la guerre, et pourra évoquer les enjeux de provenance aujourd'hui, la recherche de provenance, notamment dans le domaine qui nous intéresse ce soir. Donc je laisse la parole, comme prévu, à Isabelle Rouge-Ducos pour sa présentation, et on rejoindra ensuite sur la scène avec le... Merci David. Merci, je remercie l'INHA, Inès Rotermund-Reinhardt, David Zivi pour leur invitation, bien sûr, et Dominique Ribert pour sa coopération sur cette conférence. Et je remercie bien sûr l'ensemble de mes collègues de la mission de recherche et de restitution des biens spoliés pour leur soutien et leur aide. Et je vous remercie tous d'être présents ce soir. Cela est très, très réconfortant. Merci. Les commissaires-priseurs de Paris qui louaient les salles aux différents commissaires-priseurs qui en faisaient la demande. Ceux-ci étaient donc exclusivement des officiers ministériels, des héritiers des offices de l'Ancien Régime, seuls habilités à réaliser des ventes publiques d'objets mobiliers. L'étude des commissaires-priseurs au XXe siècle s'est développée, permettant de mettre en évidence ce maillon sociologique et économique du marché de l'art, sous l'impulsion des travaux fondateurs du sociologue Alain Quemin en 1997. Les études de ces dernières années, de même que les recherches de provenance, ont rappelé le rôle du commissaire-priseur dans la spoliation des Juifs de France, même si celui-ci fut beaucoup moins actif que les notaires. Les recherches ont longtemps passé sous silence ce rôle de Drouot et des commissaires-priseurs sous l'occupation, dans la collaboration d'État, suivant en cela le mouvement de l'historiographie générale sur la France de Vichy. La fonction même de commissaire-priseur, officier public et ministériel sous la tutelle du ministère de la Justice, était soumise à des obligations légales sous l'autorité de fait de l'État français. Nous voudrions revenir ce soir sur les spécificités de la profession de commissaire-priseur, en expliquant leur rôle d'auxiliaire de justice, en essayant de voir la manière dont ils ont servi l'État français comme les autres fonctionnaires, magistrats et officiers publics. Les commissaires-priseurs intervenaient dans l'arianisation et mettaient leur office au service de cette opération. Ce faisant, ils ont conféré une sorte de normalité à cette procédure. Qu'en était-il dans la réalité de la France occupée ? La mise en coupe réglée de la France fut-elle bénéficiaire aux commissaires-priseurs, ou bien furent-ils manipulés et instrumentalisés ? J'ai souhaité tenter d'étudier l'implication des commissaires-priseurs dans la politique de Vichy, en tenant compte de l'attitude concrète des membres de la profession. La période de l'occupation entraîna-t-elle un changement de nature et de volume du marché ? Quelle était la réalité des ventes et comment quantifier les ventes spoliatrices dans l'ensemble des ventes de l'occupation ? Quelle nature de transaction prit le dessus dans l'activité des commissaires-priseurs ? Peinture moderne, maîtres anciens. Qu'est-ce qui va échapper au marché de Drouot dans la France occupée ? Soit tenter d'esquisser, s'il est possible, les tendances du marché et ses acteurs à Drouot. Enfin,
j'essaierai de voir les mesures de restitution et de réparation dans le milieu des commissaires-priseurs après-guerre. Alors, les commissaires-priseurs, vous le savez tous, sont des auxiliaires de justice sous l'occupation et ils ont toujours 3 caractéristiques sous l'occupation. Une des premières, c'est leur ancienneté. Leur ancienneté, eh bien sûr, vous savez, ils remontent à l'Empire romain. C'est toute la législation, je dirais, toute la structure des ventes publiques de Drouot remonte au droit romain, car les consuls victorieux, après les guerres, pouvaient organiser des ventes aux enchères, ou bien des professionnels à la requête du fisc, de créanciers ou de particuliers, pouvaient aussi demander à ce qu'il y ait des ventes publiques. Et le commissaire-priseur s'appelait alors auctionator. C'était donc déjà un officier public dans le droit romain qui respectait la règle des enchères ascendantes, d'où le terme d'auctionator ou d'auctiones pour les ventes, venant du verbe augere qui veut dire augmenter. La merkes, c'était la commission du commissaire-priseur, à l'époque de 1 à 2%, exceptionnellement à 8%. Donc vous voyez, c'était assez avantageux sous l'Empire romain, bon, toute proportion gardée. L'idée d'une rémunération proportionnelle au produit de la vente vient du droit romain et précisément de cette pratique des enchères ascendantes. Et un des premiers commissaires-priseurs romains connus, c'est Caecilius Jucundus, voilà, qui a vécu sous le règne de Néron et qui a disparu enseveli sous les laves du Vésuve à Pompéi. C'est pourquoi on a retrouvé dans des fouilles en 1875 énormément d'archives de ce commissaire-priseur montrant les transactions de ces ventes à l'époque. Donc les tablettes retrouvées dans les ruines de Pompéi sont toujours un témoignage très important. La profession reparaît au XIIIe siècle. Les charges commencent à être vendues par le roi. Il s'appelle alors des sergents à verge ou à pied ou des sergents à cheval qui exercent dans les bailliages et les sénéchaussées. En 1556, Henri II crée des maîtres priseurs. Ils ont alors le monopole des ventes publiques et une compétence territoriale. Sous Louis XIV se mettent en place les lettres de provision d'office et l'hérédité des offices. On va ensuite passer des officiers royaux d'Ancien Régime aux officiers ministériels au XIXe siècle. Alors ce monopole va être très long, bien sûr, il va perdurer très longtemps, contrairement aux pays anglo-saxons qui ne le connaissent pas. Le monopole est cependant supprimé avec la Révolution et sera rétabli avec un décret du premier consul le 18 mars 1801. On a alors, en 1801, 80 commissaires-priseurs à Paris, qui ont le privilège exclusif d'exercer dans Paris intramuros et qui peuvent être en concurrence dans le département de la Seine avec les notaires, les greffiers et les huissiers. Sous l'occupation, nous avons 82 commissaires-priseurs. Donc on voit qu'il y a une grande permanence du nombre de commissaires-priseurs. Au XIXe et au XXe siècle, il n'y a plus d'hérédité des offices, mais un système de numerus clausus et d'achat des offices vacants par les successeurs. L'État se substituant à la monarchie en régulant le nombre d'offices et en vérifiant les transactions et le prix d'achat de l'office entre les différents commissaires-priseurs. Une autre caractéristique de l'Ancien Régime qui perdure sous l'occupation, c'est la bourse commune. Elle est alimentée par l'apport d'une partie des honoraires des titulaires, dont la somme est périodiquement partagée en parts égales entre confrères d'une même localité. Alors cette bourse commune dure jusqu'en 1989, là encore une très grande permanence, cette caractéristique de gestion du corps des commissaires-priseurs a souvent été critiquée puisqu'on a dit que la bourse commune avait une tendance à favoriser la paresse des commissaires-priseurs puisque certains pouvaient toucher une sorte de revenu fixe grâce à ce partage en parts égales entre confrères d'une partie de leurs honoraires. On y reviendra. Le monopole des commissaires-priseurs et le maintien du système des offices à travers les charges ont favorisé le caractère fermé de la profession avec des pratiques endogamiques sociales très fortes. Donc, par exemple, je vous montre ici André Couturier, commissaire-priseur, nommé en 1904, et Philippe Couturier, son fils, nommé en 1936, qui lui succède. Donc, beaucoup de commissaires-priseurs vont être fils ou neveux
de commissaires-priseurs et succédé dans les offices tout au long du 19e et 20e siècle. On compte qu'en 1977, 32% des commissaires-priseurs ont un père officier ministériel. Pour 1990, 28% des commissaires-priseurs sont fils de commissaires-priseurs ou d'autres officiers. Donc on voit ce fort caractère fermé de la profession qui demeure sous l'occupation. Et aussi son caractère masculin. En effet, c'est par une loi du 24 avril 1924 que les femmes peuvent devenir commissaires-priseurs. Cependant, pour Paris, aucune femme n'est commissaire-priseur à Drouot sous l'occupation. Donc là, j'ai indiqué, pour la faculté de médecine, les femmes ont été autorisées à partir de 1868, pour l'internat de médecine en 1886, pour les avocats en 1900 et pour la magistrature en 1946. Donc on voit que c'est pas très tôt non plus que les commissaires-priseurs se sont ouverts. Mais bon, sous l'occupation, nous n'aurons pas de femmes à étudier. En défendant leur profession, les commissaires-priseurs vont se spécialiser au XIXe siècle et devenir un milieu de notables socialement cohérent. Ce mouvement de professionnalisation va contribuer à créer une identité commune des commissaires-priseurs. Ils vont d'abord délimiter leurs compétences par rapport aux métiers concurrents, comme les notaires ou les courtiers, et ils vont se spécialiser, bien sûr, dans le département de la Seine, dans le marché de l'art notamment. Et l'hôtel Drouot en est le témoin. Il devient un lieu de sociabilité. En 1852, l'hôtel Bullion est trop étroit et on construit le nouvel hôtel Drouot entre la rue Drouot, la rue Rossini et la rue Chauchat. Champfleury va créer un feuilleton dans Le Monde illustré par des lithographies de Daumier pour mettre en avant cette nouvelle profession et cette irruption de cette profession dans la bourgeoisie. C'est un lieu démocratique que l'hôtel Drouot. Toutes les classes sociales sont censées s'y retrouver. Elles semblent à égalité devant les objets et il s'agit d'une sorte de théâtre des ventes. Donc là, je renvoie aussi aux travaux de Lucas Fuchs-Gruber, dont a parlé Inès, sur l'hôtel des ventes au XIXe siècle et sur ce théâtre des ventes que représente l'hôtel Drouot. On voit donc une législation qui est favorable aux intérêts partagés des commissaires-priseurs, que les commissaires-priseurs servaient l'État comme les autres fonctionnaires, magistrats ou autres officiers publics. Ils ont une grande proximité avec le pouvoir depuis leur origine, ce qui rend leur collaboration, je dirais, naturelle au premier abord. Mais il ne faut pas isoler les commissaires-priseurs pendant l'occupation. Leur spécialisation s'est développée bien avant, et la place centrale de Paris dans le marché de l'art existait déjà avant même l'occupation. Alphonse Bélier, Étienne Ader et Henri Baudouin étaient déjà les ténors de Drouot dans les années 20 et 30 et avaient déjà fait partie intégrante de la classe bourgeoise. Donc à gauche, Maître Bélier dans la vente Silberberg et Simon, ici Étienne Ader à Drouot en 1942, et là Henri Baudouin qui est le prédécesseur de Denis Baudouin qui va lui succéder juste après en 1941. Étienne Ader avait acquis une étude déjà prospère car il bénéficia d'une situation héritée de Maurice, son frère, décédé en 1933, qui avait racheté l'office 35 à Maître Lair Dubreuil, qui le tenait lui-même de Maître Duchesne. Maître Lair Dubreuil avait été le principal commissaire-priseur français entre 1900 et 1931, plaçant l'office 35 en première position dans le marché de l'art français, voire mondial. Il évoluait dans un cadre qui n'était pas encore très concurrentiel, d'une part parce que le modèle économique des maisons de vente était toujours contraint par un monopole et par un nombre d'études fixes, et d'autre part parce que les grandes maisons britanniques, Christie's et Sotheby's, ne s'étaient pas encore internationalisées avant les années 1960. Maurice Ader, fils de notaire, avait été le clerc de Maître Lair Dubreuil depuis 10 ans. Il reprit cette étude en 1930. Ensuite, après avoir décédé, son frère Étienne reprit l'étude, la rachète et lui succède. Donc, Étienne Ader a été un des plus grands commissaires-priseurs spécialisés dans les beaux-arts et plus particulièrement dans l'art ancien pendant la guerre, mais aussi après-guerre. Un rapport du Sénat du 8 décembre 2010 soulignait qu'en 1950, l'étude française de Maître Étienne Ader réalisait un chiffre d'affaires en matière de vente d'œuvres d'art équivalent aux ventes cumulées de Christie's et Sotheby's à la même date.
Donc à gauche, l'aire du Breuil, et puis vous avez toujours beaucoup dans la presse de croquis, de caricatures des commissaires-priseurs au cours des ventes. Donc pour Étienne Adair, nous n'avons pas énormément de portraits, mais quelques ventes où on le voit officier pendant la guerre. Le marché à Drouot pendant l'occupation, comment se comporte-t-il plus précisément ? Eh bien, les ventes vont continuer pendant la drôle de guerre. Drouot continue de fonctionner entre la déclaration de guerre le 3 septembre 1939 jusqu'à l'arrivée des Allemands à Paris le 14 juin 1940. Il sera fermé à l'été 1940 après leur arrivée. Mais rapidement, des demandes se font jour pour la reprise des ventes dès septembre 1940. Elles sont autorisées à condition de respecter l'ordonnance allemande du 15 juillet 1940 sur la protection des objets d'art dans le territoire occupé de la France. Un catalogue doit être remis à la commande en tour dès qu'un objet est estimé plus de 100 000 francs. Quand l'objet change de main, son prix et l'adresse du nouveau propriétaire sont signalés aux Allemands. La gazette de l'hôtel Drouot peut également continuer à paraître. Alors, Drouot va se caractériser par deux éléments à ce moment-là. On veut, au sein de l'administration française comme de l'administration allemande, éliminer les Juifs de la vie économique et du commerce. Dès juin 1941, des articles apparaissent dans ce sens dans la presse. Drouot va être ensuite interdit aux Juifs directement. Des affiches sont apposées. Ah oui, pardon, ça c'est la vente avant juste après la fermeture, une vente au moment où Drouot rouvre, une vente sans catalogue d'un tableau de Corot avec d'autres biens courants, avec Schoeller comme expert et Maître Glandaz qui est ici, qui vend cette œuvre. Donc on montre la reprise des ventes. Ensuite, l'interdiction de l'hôtel Drouot, eh bien, des affiches sont apposées dès le 17 juillet 1941. Des officiers de police sont placés à l'entrée pour contrôler l'identité des visiteurs de Drouot et des acheteurs. Les Juifs, à ce moment-là, ne peuvent acheter et ne peuvent pas non plus, théoriquement, être experts. Mais on voit dans la littérature, surtout dans les correspondances du commissariat général aux questions juives, que les Juifs... qu'il y a un souci dans leur idée, c'est que les Juifs, on craint que les Juifs achètent par personne interposée et continuent de manipuler le marché en achetant à Drouot, en allant à Drouot. Donc on a énormément de lettres de dénonciation, notamment des lettres du secrétaire général de l'Institut d'études aux questions juives qui en attestent, qui, par exemple, s'attaque à Étienne Adair, notamment le capitaine Sézy, qui est secrétaire général de cet institut d'études aux questions juives. Il dénonce que Étienne Adair utilise des experts juifs pour rédiger ses catalogues. Alors, en conséquence de ces dénonciations, bien, par exemple, pour la vente Periola, on sait que le préfet de Seine-et-Oise avait interdit cette vente à Versailles, qui avait été fixée au 9 et 10 juillet 1941. En raison de la présence de cet expert juif, à cause de ces lettres de dénonciation, la vente est reportée au 17 et 18 novembre 1941, cette fois à Drouot, à Paris, où là, il n'y a pas d'interdiction parce que Adair change l'expert. On menaçait donc Adair de faire interdire aussi cette vente à Paris, et pas seulement à Versailles, à cause de la rédaction du catalogue par l'expert juif Lehmann, ou Lehmann, qui frustre les experts ariens qualifiés, disait la lettre du capitaine Sézy. Il s'agit de l'expert Charles Lehmann, domicilié boulevard Malesherbes, qui travaillait régulièrement avec Étienne Adair entre 1938 et 1939. On trouve aussi des lettres de décembre 1941 du cabinet de M. Permilleux au commissariat général aux questions juives qui demandent des justificatifs à deux experts, Joseph Schubert et M. René Lippmann, sur leur qualité ou non de juifs. Ensuite, bien sûr, on va décider d'arianiser les offices ou les études. L'article 4 de la loi du 2 juin 1941, réformant le premier statut des Juifs, prévoit que les Juifs ne peuvent pas être titulaires d'une charge d'officier public ou ministériel, mais que dans les limites et les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État.
Le décret en question sera pris le 23 juillet 1941 et va fixer un numerus clausus. Le nombre d'offices tenus par une personne juive doit être égal à celui des officiers ministériels juifs en place. En l'occurrence, à Drouot, il n'y en avait qu'un. Donc cela fait 1 sur 82 commissaires-priseurs. Il s'agit de Maurice Reims, bien sûr, que vous connaissez tous. Son père, Léon Reims, avait fait la Première Guerre mondiale, avait été blessé à Verdun et avait été gazé à Douaumont. Maurice Reims, pendant la guerre, aurait insulté un officier SS, ce qui lui vaut d'aller à Drancy. Après la rafle du billet vert, eh bien, Maurice Reims, il est victime de cette seconde rafle parisienne, celle du 20 août 1941. À l'instigation du service des affaires juives de la Gestapo, la police municipale parisienne, contrôlée par les militaires allemands, procède à une arrestation de 4232 juifs de diverses nationalités, tous hommes âgés de 18 à 50 ans, dont environ 1500 citoyens français. Il y a beaucoup d'avocats du barreau de Paris, environ 40, qui figurent parmi les juifs arrêtés. Il parvient à quitter le camp pour raison de santé, et des témoignages d'autres internés à Drancy, notamment un boulanger, attestent de leur détention avec Maurice Reims, avec beaucoup d'émotion. Après cet internement à Drancy, il part à Alger, où il participe au premier commando de parachutistes de la France libre, ce qui lui vaudra la médaille de la Résistance et la Croix de guerre. Maurice Reims est entré à l'Académie en 1975 au fauteuil de Raymond Aron. Bien sûr, il a écrit énormément d'ouvrages d'histoire de l'art sur la pratique du métier de commissaire-priseur parce qu'il a, bien sûr, après la guerre, eu beaucoup de ventes très importantes. Il a eu à gérer la Dation Picasso, donc il a eu une grande activité après la guerre. Bon, ça, je le montre surtout pour les plus jeunes, si vous ne connaissez pas très bien. Et donc, on peut dire qu'à Drouot, il y avait Adair, il y avait Baudouin, il y avait Bélier, et puis il y avait Maurice Reims. Et il bénéficie d'un hommage aux Invalides avec le président de la République, Chirac. Donc, malgré la situation de la guerre et de la mise en coupe réglée des offices, c'est Debergue, qui est un commissaire-priseur, qui sera nommé l'administrateur provisoire de l'étude de Maurice Reims à partir du 2 septembre 1941. On ne sait pas vraiment si Maurice Reims continuait malgré tout, malgré ses interdictions, à vendre dans Drouot. Ce n'est pas toujours très clair dans les archives. Parce que à la Libération, en fait, Debergue et Reims s'entendaient très bien et Reims a dit qu'il n'avait absolument aucun reproche à faire à cet administrateur provisoire, qu'il avait géré les choses de manière extrêmement correcte et que voilà, il n'avait pas de reproche à lui faire. Et c'est ce qui semble en effet se passer pendant la guerre. En tout cas, juste avant la mise sous administration provisoire de l'office de Maurice Reims, eh bien, on voit que Drouot fait peau neuve. Il va connaître une activité hors du commun. Là, c'est le mois de fermeture, on est en août 41. Des ouvriers sont en train de rénover l'hôtel Drouot avant les grandes ventes de l'automne. Comme vous l'a dit Inès Rothermund, pendant l'occupation, les pénuries sont partout, ce sont des années noires, mais tout se vend à Drouot. Le marché de l'art est florissant dans la capitale, le nombre de ventes ne faiblit pas. À partir de 1941, près d'1 million d'objets d'art ont été vendus à Drouot, dit Françoise Bertrand d'Orléac en 1997. Il y a une demande importante, on vend de tout, des grands crus, des fourrures. Le nombre de ventes cataloguées atteste de cette euphorie des ventes. Voilà. Des armes, des armures, des vins, des fourrures, bon, je vous en passe, qui vous montrent l'activité de Drouot. Et les ventes cataloguées. Alors, est-ce qu'il veut... Ah non, il a du mal. Voilà, le nombre de ventes cataloguées, bien sûr, elles ne l'ont pas toutes été, atteste de cette euphorie des ventes et cette explosion des ventes pendant l'occupation, notamment entre 1942 et 1943. On le voit ici aussi. Donc ça a été établi par Drouot Patrimoine à partir des catalogues de vente conservés à Drouot Documentation, qui sont les catalogues que les commissaires-priseurs déposaient eux-mêmes, un peu comme un dépôt légal à Drouot.
Et donc, ça donne un petit peu une statistique de ces ventes. Alors, les circonstances de l'armistice expliquent cette situation du marché. Il y a une surévaluation, comme vous savez, de la devise allemande. Le cours du Reichsmark est de 1 Reichsmark pour 20 francs, donc très favorable aux acheteurs allemands. Il y a eu une surévaluation de près de 50% par rapport au taux d'avant-guerre. Les œuvres d'art deviennent donc valorisées pour leur discrétion sur le marché. Il y a une demande, en fait, pour des actifs discrets, des biens réels de petite dimension, mais de grande valeur, qui a connu une forte croissance sous l'occupation. Cette demande très forte reflète aussi celle des personnes désireuses de fuir le pays, celles qui veulent cacher des sommes gagnées de manière illégale. Les actifs discrets, comme les timbres de collection, connaissent une augmentation très importante. Idem pour les petites peintures, qui augmentent de manière très significative entre 1942 et début 1943. Il y a un important marché noir, une croissance des inégalités de richesse et un environnement d'inflation, d'où une forte croissance des prix des œuvres d'art. L'explosion des prix reflète les demandes d'acteurs aux grands moyens grâce à l'occupation, donc ce sont les acheteurs allemands bien sûr, d'autres acteurs désireux de dissimuler des avoirs acquis illégalement, comme les trafiquants au marché noir, et des acteurs désireux de fuir la France en emportant des biens discrets, car ayant une forte valeur pour un petit volume. Alors voyons maintenant, voilà, certains peuvent arriver à l'hôtel Drouot avec des camions, mais on repartit avec des véhicules, mais il y a une pénurie de véhicules, donc la plupart prennent des moyens de fortune. Si on veut essayer de voir quelles sont les ventes publiques sous l'occupation à Drouot, eh bien, on a bien sûr les ventes volontaires classiques pour divorce ou après décès, des ventes composées, et puis les ventes d'office ou par ordonnance sur lesquelles je vais revenir après. Pour les ventes volontaires, eh bien sûr, ce sont les plus importantes, c'est la majorité des ventes. Je vais vous parler d'une vente très connue qui est la vente Vio, qui a été abondamment illustrée dans la presse et dans les journaux de l'époque. Donc vous voyez tous les journaux, y compris allemands, le Guide allemand, le Frankfurter Zeitung, la Weltkunst, le Deutsche Allgemeine Zeitung, tous ces journaux vont faire la publicité de cette vente qui est et puis le commissaire-priseur bien sûr a des frais pour cette vente qui est purement volontaire. Hein. C'est la vente du chirurgien dentiste Vio, Georges Vio, qui est décédé et donc ses héritiers décident de vendre. Mais il n'y a absolument pas de problème de discrimination à caractère antisémite sur cette vente. Et c'était un très grand collectionneur français de tableaux des avant-gardes du XIXe siècle et d'impressionnistes. Donc la vente, bien évidemment, va attirer beaucoup de monde le 11 décembre 1942. Là, on voit Baudouin, Bélier, Scheuller en train d'examiner, je crois, un tableau, un dessin de Corot, et puis l'assistance très nombreuse ce jour-là. On va s'arrêter plus précisément sur ce tableau parce que c'est celui qui a fait le plus cher à cette vente. C'est un tableau attribué à Cézanne, la montagne Sainte-Victoire et la vallée de l'Arc à Aix-en-Provence, le MNR 528, qui sera le lot 78. Donc en compulsant bien sûr les catalogues à noter, on peut, ou pas à noter, trouver des informations sur le parcours de cette œuvre. C'est ce qui nous intéresse évidemment pour essayer de comprendre le marché, c'est de comprendre le rôle des commissaires-priseurs. Alors, voilà le tableau qui est montré par le crieur à l'assistance. Et vous avez des catalogues à noter. Donc, certains sont dans les bibliothèques, comme à l'INHA, mais celui-là, il est à Drouot, dans la collection dont je vous parlais, des catalogues de vente de Drouot. Et donc, là, on voit que le tableau a été mis à prix environ 1 500 000 et il a été adjugé 5 millions. Scheuller pour, Scheuller épée pour. Donc Scheuller intervenant, donc l'expert de la vente intervenant pour quelqu'un. Donc là, évidemment, on est un petit peu frustré si on s'arrête à ça, parce qu'on voudrait savoir pour qui Scheuller a acheté, bien sûr, pour comprendre toute la chaîne de propriété. Et si on va voir le procès-verbal de la vente dans les archives qui sont aux archives de Paris, eh bien là, on peut retrouver notre lot 78 ici, donc Cézanne,
Toile peinte, la vallée de l'Arc et la montagne Sainte-Victoire, Schoeller pour Dr Gurlitt, susnommé 5 millions de francs. Voilà, donc là, contre toute attente, un document très administratif, mais très précis, nous permet d'avoir un autre personnage, un autre acteur du marché de l'art. Hildebrand Gurlitt, qui, bien sûr, travaillait pour le Reich et alimentait le musée de Linz et d'autres musées allemands. Et donc, il utilise, bien sûr, un expert français, Schoeller, pour les transactions. Ensuite, le tableau sera vendu par la galerie Gurlitt à Karl Neumann, où il est récupéré en 1946 en Allemagne. On sait qu'à cette vente, grâce au procès-verbal, que Gurlitt va dépenser presque 10 millions de francs, plus que les musées français, que le musée du Louvre va préempter 6 fois, notamment un pastel de Degas et Mademoiselle Rose de Delacroix, pour plus de 4 millions. Donc là, vous voyez, vous avez dans la marge les totaux des préemptions du musée du Louvre à cette vente. Donc, l'idée, c'est, dans les correspondances que l'on trouve à propos de cette vente, l'idée, c'est de montrer aussi, pour les musées, que la vie ne s'arrête pas parce qu'on est sous l'occupation et que les musées essayent d'acquérir et d'être présents, de préserver le patrimoine. Donc, ça, c'est une considération générale pour l'activité des musées. Ensuite, on voit que les musées allemands, ils peuvent acheter, bien sûr, mais souvent par des prête-noms, comme on le voit pour Schoeller. Mais il n'y a pas que Gurlitt qui achète. Il y a aussi Aberstock, Bruno Loseux, Lange, et toute une série de prête-noms qui jouent le même rôle que Gurlitt, comme par exemple Theo Hermsen ou Cornelius Postma, qui vont servir d'intermédiaires. Donc, dans certains cas, on sait pour qui ils achètent. On peut trouver des archives supplémentaires qui tracent la suite des transactions. Là, vous avez des archives du ministère des Affaires étrangères, voilà, qui arrivent à identifier que Theo Hermsen habitait 1 rue de la Grange-Batelière à Paris, donc à côté de Drouot. Il était prêt à agir et il servait de prête-nom pour les Allemands lui-même, comme Raphaël Gérard, etc., Fabiani, etc. Donc, une autre vente phare sous l'occupation que l'on peut mettre en avant, c'est celle du 15 juin 1942, une vente après décès, tout à fait normale, de la marquise de l'Aigle, Angélique Fanny Elisabeth de Colbert, qui se tint à Drouot sous le marteau d'Étienne Adair. Elle était composée d'un seul lot, un tableau alors attribué à Jacob van Ruysdael par l'expert Catroux, actuellement donné à Jan van Kessel, Solitude, ruine près d'une mare, acheté directement par le docteur Apfelstedt pour le musée de Bonn via le comte Avoli Trotti. Donc encore un autre intermédiaire, Avoli Trotti, un collectionneur qui agissait déjà dans les années 20 et 30, qui était collectionneur aussi, et les musées allemands qui achètent par ces intermédiaires. Et Étienne Adair qui fait une vente avec un seul lot. Donc ça aussi, au moment de la libération, Étienne Adair a été accusé d'avoir beaucoup commercé avec l'ennemi. Effectivement, beaucoup de ces ventes sont prestigieuses. Il a des œuvres très importantes, donc les Allemands agissent et s'y rendent et viennent avec des prête-noms. Celle-ci ne pose pas de problème, ce n'est pas une vente spoliatrice, mais elle est intéressante parce que Adair s'est défendu en disant moi, je ne pouvais pas empêcher les Allemands d'acheter parce que j'étais commissaire-priseur et que donc un commissaire-priseur, si on lui demande de vendre, comme la marquise de l'Aigle lui demandait de vendre, ses héritiers, elle devait vendre, donc il a vendu, et qu'il ne pouvait pas empêcher les Allemands d'acheter, ce qui n'est pas totalement faux, mais ça a été un des arguments majeurs pour ne pas inquiéter Étienne Adair et la plupart des commissaires-priseurs, puisqu'ils doivent, dans leur statut, faire les diligences pour vendre, quand ils sont requis de le faire dans des ventes après décès. Donc, c'est simplement, on peut s'interroger sur cette vente où il y a un seul lot. Et bien sûr, c'est facile pour le commissaire-priseur, quoi qu'il en dise, de trouver un client pour ce tableau auprès des Allemands. Donc, le fait que il devait vendre et qu'il n'y avait pas d'obligation, enfin, qu'il ne pouvait pas choisir, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des ventes, quand il y a un seul lot qui est vendu quand même 1 900 000 francs,
Voilà, on peut se poser des questions sur le fait qu'il n'y avait pas de connivence particulière entre les commissaires-priseurs et les acheteurs allemands. Les experts, comme Schöller, par exemple, pouvaient aussi être marchands et acheter pour des tiers ou bien pour eux-mêmes. Les commissaires-priseurs achetaient souvent pour des tiers. Bon, alors certainement aussi pour eux-mêmes, bien que ce soit interdit, mais bon, je pense que ça doit se trouver aussi, je pense, sous l'occupation. Donc, bien sûr, si les experts achètent pour eux-mêmes et qu'ils sont aussi experts de la vente, ça cause un conflit d'intérêts évident. Passons aux ventes d'office ou aux ventes judiciaires, ou par ordonnance. Les ventes d'office ne sont pas engagées par le processeur des biens, mais par d'autres institutions, comme les domaines, l'administration fiscale, qui s'en saisissent et les vendent aux enchères. Le requérant des ventes n'est donc pas, à ce moment-là, le propriétaire des biens. La somme tirée des ventes permet de payer un arriéré d'impôt, une dette ou une amende. Les ventes d'office se déclinent en sous-catégories selon le type de processus juridique en cours, faillite, séquestre, etc. Les ventes d'office ou judiciaires ne se déroulent pas toujours à Drouot. Par exemple, celle du séquestre des biens de Maurice de Rothschild, de son hôtel particulier, est organisée dans l'hôtel même par Maître Adair, 49 rue de Monceau. Les séquestres des collections d'art par le gouvernement de Vichy sont réalisés dans le cadre de la loi du 23 juillet 1940 qui permet de prononcer la déchéance des Français ayant quitté la France entre mai et juin 40, comme dans ce cas. La déchéance de nationalité française s'accompagne de la confiscation des biens de l'intéressé qui sont alors placés sous séquestre. Vous avez ici la vente de Maître Bivort, commissaire-priseur à Drouot, qui organise le 22 avril 1942 une vente à Bourg-la-Reine des biens de la loge de l'Espérance du Grand Orient de France, après séquestre, à la demande des domaines. En effet, une autre loi de l'été 1940, celle du 13 août 1940, prononce la dissolution des associations secrètes, dont les loges maçonniques font partie, selon Vichy. Et cette loi prévoit que leurs biens seront placés sous séquestre et liquidés au profit de l'assistance publique ou des bureaux de bienfaisance, voire pour des institutions culturelles comme la Bibliothèque nationale. Qu'il s'agisse des biens des personnes déchues de la nationalité française ou ceux des associations secrètes, il s'agit de séquestres pris en conséquence d'une mesure de sûreté générale dont l'administration et la liquidation sont confiées au service de l'enregistrement et des domaines par la loi du 5 octobre 1940. D'autres circuits apparaissent en effet avec l'administration des domaines, avec Drouot et les collections publiques comme celle de la Bibliothèque nationale de France. Depuis la nomination de Bernard Failly, proche du maréchal Pétain, la BNF s'est positionnée comme candidate à l'attribution du contenu des saisies chez les particuliers ou dans les organisations sociales et politiques dissoutes. En 1942, l'hôtel Drouot fait don, entre guillemets, à la BN de livres invendus provenant de séquestres. Des invendus qui étaient considérés comme sans valeur marchande, dont l'attribution à la Bibliothèque nationale avait été dûment autorisée par l'administration des domaines. Cela correspondait à une nouvelle organisation des acquisitions et des entrées à la Bibliothèque nationale au cours de l'automne 1942. On retrouve encore maintenant ces dons de l'hôtel Drouot, entre guillemets, dans les collections de la BNF. Ensuite, on a encore des ventes judiciaires par suite de gages. Par ici, vous voyez cette vente qui correspond à des échanges avec les monts-de-piété de toute la France pour des biens très importants. Et donc, il s'agit d'objets qui étaient laissés en gage dans les monts-de-piété et non remboursés par leurs propriétaires qui ensuite devaient être vendus. Donc ici, on voit que ça vient du Crédit municipal de Bayonne et que ça a été vendu par Maître Pognon, Motel et Tullier à l'hôtel Drouot. Parmi les ventes d'office apparaissent à partir de l'automne 1941 de nouvelles appellations qui correspondent à des ventes d'actifs issus de la spoliation économique. La spoliation ou arianisation économique a pour objectif de supprimer définitivement l'influence juive de la vie économique. Le 25 octobre 1941, par exemple, Maître Engelmann effectue pour la première fois une vente de biens israélites. Ici, les ventes d'arianisation de Maître Walter entre novembre et décembre 1941. L'arianisation des entreprises est en effet lancée dès l'automne 1940 par les Allemands en zone occupée. Mais c'est surtout après la loi du 22 juillet 1941 que les ventes d'arianisation de biens meubles provenant d'entreprises arianisées apparaissent massivement dans les ventes des commissaires-priseurs de Drouot.
Cette loi du 22 juillet 1941 est véritablement la loi française de Vichy, destinée à mener cette aryanisation en zone libre comme occupée, à la suite de la création du Commissariat général aux questions juives en mars, véritable ministère de l'antisémitisme. Ces entreprises sont pourvues d'un administrateur provisoire qui prend en main leur gestion. Certaines, jugées viables, vont être vendues à des Ariens, entre guillemets, d'autres, plus modestes, vont être liquidées. Que l'affaire soit vendue ou liquidée, il reste souvent des actifs corporels, matériels et stocks. Plusieurs solutions s'offrent alors à l'administrateur provisoire. Il peut demander au comité d'organisation professionnelle concerné de désigner un acheteur unique à qui il vend les biens restants. Mais il peut aussi vendre les actifs aux enchères publiques par les soins des commissaires-priseurs de l'hôtel Drouot. L'administrateur provisoire fait appel à eux car ce sont des professionnels de la vente et ils peuvent écouler massivement des biens arianisés. Ils peuvent écouler massivement des biens pour les arianiser. Ils permettent ainsi de soumettre l'offre à un plus large public et de faire jouer la concurrence entre acheteurs. Ils ont ainsi un intérêt à établir le juste prix par confrontation immédiate de l'offre et de la demande. Près de 500 ventes ont lieu sous ces appellations de ventes israélites, donc prises par arianisation en 1942, avec un pic en février et en décembre 1942. Mais cela ne représente qu'une petite partie du total des ventes de Drouot. En janvier et février 1942, si on recense uniquement les ventes dites de biens israélites, on voit qu'elles ne représentent que 10% du total. Elles semblent donc minoritaires. En 1943, le phénomène décroît puisqu'on ne comptabilise que 250 ventes de biens juifs. En 1944, il n'y en a plus que 35, la dernière ayant eu lieu le 3 août 1944. On peut aussi avoir des ventes mixtes à partir de 1943. Et elles comprennent des biens israélites et des objets d'autre nature. Par exemple, une vente du 9 juin 1943 va comprendre 11 ventes israélites, 11 biens israélites, des objets d'une faillite et d'une vente volontaire qui ont été rassemblés, mais le seul point commun sont la nature des biens qui ont été rassemblés. Le nombre de ventes de biens issus de la spoliation est probablement plus élevé que ne le laisse penser le simple recensement des affaires israélites, car de telles ventes peuvent être rangées sous des catégories traditionnelles d'ordonnance, de séquestre, de judiciaire. Par exemple, voilà, pour Maître Walter en 1941, d'autres ventes d'arianisation. En effet, le vocabulaire employé n'est jamais fixe pour les ventes et la liquidation des biens issus de l'arianisation économique. Il y a le terme de biens israélites, d'affaires juives, de biens juifs, d'administrateurs provisoires, de vente sur ordonnance, de vente par autorité, de vente à la requête du commissaire gérant. Donc des ventes de biens juifs vont se dissimuler sous des libellés banals. On va osciller entre des termes spécifiques comme biens ou affaires israélites et des mots connus, judiciaire, ordonnance, autorité, dont l'emploi permet de donner à tout le processus de dépossession une légitimité et une normalité rassurantes. Exemple, celle-ci, c'est une vente judiciaire, mais en fait, c'est une vente d'arianisation avec un administrateur provisoire dans la cour, puisqu'elles ont souvent lieu dans la cour de l'hôtel Drouot. Les ventes de biens juifs ne sont rien d'autre que des ventes d'office au même titre que les autres. C'est ce que ce type de document laisse penser finalement. Aux yeux des commissaires-priseurs, bien sûr, sous l'occupation. L'arianisation qui dépouille les entreprises juives ne serait somme toute, au fond, qu'une simple ordonnance. La terminologie reflète aussi la pensée des idéologues de Vichy. Les objets ont été comme contaminés par leurs propriétaires juifs et il faut les purifier par cette arianisation, éliminer donc l'influence juive de l'économie. Il n'y a aucune convergence autour d'un terme précis ni aucun terme systématique. Les affiches vont annoncer clairement de telles ventes à Drouot sans cacher leur nature, avec un catalogue. Ici, par exemple, il s'agit d'une vente israélite, mais on ne sait pas de quelle entreprise. Et il y a 2 meubles du XVIIIe siècle qui sont décrits et le catalogue, c'est juste un feuillet, très simple. Il y a donc une forte publicité qui est d'ailleurs recommandée par les règlements du Commissariat général aux questions juives. Il faut vendre au meilleur prix ces biens pour qu'on ne dise pas que l'on les a bradés, pour qu'on puisse dire qu'ils ont été vendus au meilleur prix. Donc ça, c'est vraiment l'obsession du Commissariat général aux questions juives, c'est que voilà, pas de spolier
des catégories de citoyens, mais c'est qu'on les spolie, mais qu'on on ne détruise pas le marché et les prix en vendant de manière, en bradant ses biens. On pourra y revenir. Ou bien on a la vente de la galerie Les Fils de Léon Helft par Maître Bélier, qui n'indique qu'entreprise israélite, mais pas le nom de la galerie, pas le nom précis. C'était une galerie rue de Pontieux qui appartenait à Jacques Helft, fils de Léon. Jacques Helft, c'était un grand spécialiste d'argenterie du XVIIIe siècle et un acheteur du service Orlov lors des ventes organisées par le gouvernement soviétique d'une partie de ses trésors nationaux. Parfois, le terme de volontaire est même utilisé lorsqu'il s'agit d'une vente issue d'une arianisation économique. Par exemple, la vente de la galerie Bernheim-Jeum est un exemple flagrant. Elle est située à l'angle du faubourg Saint-Honoré et de l'avenue Matignon, est tenue par Joseph et Gaston Bernheim. C'est une des plus grandes galeries de Paris. On se rend compte que ni l'affiche, ni les documents d'archives publiques ne mentionnent qu'elle est une vente d'arianisation au premier abord. Le 21 décembre 1940, Édouard Gras, expert comptable, a été désigné administrateur provisoire de la société. Et le 25 septembre 1941, la presque totalité des parts de la société Bernheim-Jeum a été cédée à Borionne, dame veuve Borionne et Voyer. Et la société est devenue Société Saint-Honoré-Matignon. Donc il y a un très beau catalogue qui est fait pour la vente du 22 décembre 1941, avec des œuvres majeures de Bonnard, de Derain, de Mayol. Mais elle est toujours intitulée volontaire. Donc, là, il n'y a aucune mention de son caractère d'arianisation, ni sur la fiche, ni sur le catalogue. Et même sur le procès-verbal, sur la couverture du procès-verbal, elle est indiquée comme vente volontaire. Donc on voit le flottement des appellations. Et même dans les archives de la Chambre, elle est toujours qualifiée de volontaire. Là, c'est une autre vente spoliatrice, celle du 2 mars 1942 de la galerie Bernheim. Mais je dirais que quand on regarde le procès-verbal, là, on voit très bien qu'il y a un administrateur provisoire, Édouard Gras, que l'entreprise est bien sous administration provisoire. Il n'y a pas de doute en lisant le document, bien sûr. Voilà. Ensuite, bien sûr, Bélier est tout à fait conscient de la nature de ses ventes. Il dit, en écrivant à Édouard Gras, quand il lui transmet le produit des ventes en 1942, il lui dit que c'est des ventes établies par discrimination. C'est très clair. Il n'y a pas de doute, d'ambiguïté. Les catalogues de ces ventes d'arianisation ne sont même pas systématiques, même pour les grandes collections. Par exemple, les biens de la galerie Bacri ne donnent pas lieu à des catalogues. La vente a été échelonnée en 3 vacations de janvier à mai 1943 à Drouot, rapportant 2 700 000 francs que l'administrateur provisoire versa au commissariat général aux questions juives, qui virait les fonds à la caisse des dépôts. Donc, les ventes de la galerie Bacri, pas de catalogue. Des annonces dans la Gazette Drouot, c'est tout, mais pas de catalogue, alors que ce sont des biens importants normalement. Bien sûr, il y a des ventes dites après décès qui ont l'air normales, mais qui peuvent s'avérer spoliatrices. Donc là, il ne s'agit pas d'une vente d'arianisation. Je ne rentre pas dans le détail parce que vous la connaissez tous très bien. C'est la vente de succession de Gentili di Giuseppe. Donc ce Federico Gentili di Giuseppe, citoyen italien de confession juive, qui s'était installé à Paris depuis le début des années 1900, qui avait une grande collection de tableaux, notamment de maîtres italiens des XVIIe et XVIIIe, et qui meurt le 21 avril 1940. Ces biens ont été réquisitionnés par les nazis ou séquestrés. Je n'ai pas très bien réussi à savoir. Les enfants ont été empêchés de gérer cette importante succession et la fille est partie à Londres, le frère en zone libre. Un administrateur judiciaire a été nommé par la justice en leur absence et à la demande de cet administrateur judiciaire, toute la succession fut vendue entre mars et juin 1941 sous le marteau de Maurice Reims, qui n'était pas encore substitué par l'administrateur provisoire de Berg, puisqu'il n'a été remplacé théoriquement et officiellement que le 2 septembre 1941. Donc il a pu faire ces ventes, mais je n'ai pas retrouvé le procès-verbal que cette mention. Donc je vais le finir par le retrouver, il est peut-être égaré.
Ensuite, passons au cas Adair, puisque ça, c'est vrai qu'on a toujours envie de creuser un peu plus. Bon, en matière de vente, de nombre de ventes, eh bien, on voit que Adair a été très actif, mais finalement pas si actif que ça par rapport aux autres. C'est-à-dire, il a 28 ventes officiellement déclarées en 40, 73 en 41, dont 21 rapportent plus de 55 millions, 55 en 42, 58 en 43, 57 en 44 et 45. Donc il n'a pas tant de ventes que ça, mais elles sont très très lucratives, elles ont des très beaux objets et elles vont rapporter beaucoup. Maurice Reims en aura quand même 178 en 41, Maître Blond 410 ventes en 41, donc il fait entre 1 et 2 ventes par jour en moyenne. Donc si vous voulez, on nous parle toujours d'Adair et de Bélier, c'est vrai, mais c'est parce qu'ils avaient des ventes... vraiment qui était sous les feux des projecteurs, si on peut dire. Et donc, si je continue, parce que ça c'est vraiment important, il y a aussi Maître Michaud qui a beaucoup de ventes et Maître Walter. Et on constate que certains en 42 vont faire plus de 300 ventes par jour. Garneau, par contre, va n'en faire que 2. Liégard va en faire 2. Picard 1, Péquet aucune et Grognier 1. Chalvet-Dressy en fait 2. Debergue 6 et Reims 93. Villard 8. Walter en 42 en fait 233. Rostand 233. Michaud 226. Cognam, désolé maître, il en fait 325. Blond 390 et Ledoux-le-Bar 215, etc. Donc, Michaud, c'était un collaborateur notoire, ne fait pas moins de 10 ventes israélites le même jour, le 8 décembre, allant de 1460 francs à 54 000 francs. Cognam, en 42, a fait 324 ventes, dont seulement 19 sont présentées comme volontaires. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande disparité des ventes entre commissaires-priseurs, dont certains qui travaillent énormément, Michaud, Walter... et d'autres ODAP, Motel, etc. Bon, j'ai pris un échantillon, pas tous, mais il y en a qui ne font rien, qui font 2-3 ventes par an, quasiment rien. Donc, bien sûr, c'est la bourse commune qui leur permet probablement de vivre, tant bien que mal, qui doit leur permettre de vivre, puisqu'ils touchent des émoluments régulièrement, même s'ils ne vendent rien. Ou bien ils ne sont pas actifs dans le processus de Vichy, de l'arianisation. Alors, souvent, des œuvres spoliées précédemment, puis revendues par les Allemands, peuvent se retrouver dans ces ventes volontaires. Mais ce ne sont pas la majorité des œuvres spoliées qui passent à Drouot. Alors, bien sûr, tout de suite, on pense, qu'en est-il des spoliations perpétrées par les principales officines spécialisées dans les arts, le RR, l'Einsatzstab Reichsleiter-Rosenberg, l'équipe d'intervention du Reichsleiter-Rosenberg, ou le Divisionsschutzkommando, et les autres. Ces officines, on le sait, ont agi très rapidement au début de la guerre chez les grands marchands et collectionneurs et ont pillé les plus belles œuvres directement pour les dignitaires nazis. Les œuvres d'art et les objets provenant, par exemple, de la spoliation d'Alphonse Kahn furent vendus à Drouot en novembre 1942, mais il ne s'agissait que des œuvres négligées chez Alphonse Kahn par l'ERR qui s'était servi avant. La vente rapporta quand même 1 million de francs, mais ce ne fut donc pas le gros de la spoliation par l'ERR. À la différence des pillages de l'ERR, la spécificité des mesures spoliatrices prises dans le cadre de l'arianisation est de mettre immédiatement des biens spoliés dans le commerce, par cession directe à des particuliers ou par vente publique. L'ERR va procéder différemment. Donc voilà, donc là c'est le jeu de paume avec les œuvres entreposées au jeu de paume par l'ERR. Eh bien, l'ERR va mettre à part les œuvres d'art dites dégénérées dans la fameuse salle 15 dite des martyrs et s'en sert comme stock pour des échanges contre des œuvres plus dans le goût des idéologues nazis, c'est-à-dire plus classiques. Et donc à ce moment-là, il y a une possibilité de remise en vente sur le marché selon des logiques d'échange avec des marchands ou des intermédiaires. Seule la revente possible des biens spoliés par les pillages de l'ERR ou par une autre officine allemande permettait un éventuel passage ensuite en vente publique. Par exemple, donc là, vous avez le stock des œuvres maudites, mais qui sont quand même gardées pour faire des transactions et échanger des œuvres. Donc ensuite, évidemment, je ne résiste pas au plaisir de vous remontrer cette photo que vous connaissez tous très bien, l'échange 11 du 3 décembre 1941, où Bruno Lozeux, conseiller artistique de Göring, lui propose un tableau de Jan Bruegel,
proposé par le marchand Gustave Rochlitz contre 4 tableaux de Matisse que l'ERR avait spoliés et conservait au Jeu de Paume. Les toiles de Matisse peuvent ensuite être écoulées sur le marché de gré à gré par le marchand Rochlitz ou un autre, ou bien en vente publique à Drouot. Ou bien encore, ce tableau de Matisse, qui est très connu, Emmanuel Pollack en a parlé dans son ouvrage et dans plusieurs publications, Femme à l'ombrelle de 1919 de Matisse, confisqué à Paul Rosenberg en 1941, inventorié par les Allemands au Jeu de Paume, puis attesté dans la collection de M. Berthet, 182 Faubourg Saint-Honoré, qui le mit en vente sous le marteau de Maître Bélier le 9 mars 1942. Donc l'œuvre est nommément indiquée comme provenant de la collection de Paul Rosenberg, donc on ne cache pas la provenance pour le coup, et elle est illustrée même. Et elle finit par être rachetée par le vendeur même. Donc là on voit dans le catalogue annoté donc du fonds Bélier de l'INHA, et bien Berthet, qui l'a racheté pour 262 000 €, qu'elle n'avait pas atteint son prix de réserve de 270 000 €. Après passage par plusieurs propriétaires successifs, elle fut retrouvée en Suisse et l'Office des biens et intérêts privés la pointa comme étant restituée ensuite à Paul Rosenberg en 1948. Le pillage des appartements, c'était la chasse gardée des autorités d'occupation. Officiellement, les possessions personnelles des commerçants, des artisans juifs ou des antiquaires, c'était la chasse gardée des autorités d'occupation. Et donc, dans ce que je vous ai montré, dans ces ventes dites d'arianisation, eh bien, on n'est pas dans le pillage, bien sûr, de l'ERR ou des appartements par la Meuble Action, hein, bien sûr. Le pillage des appartements commence début de l'année 42 par l'ERR, puis par la Dienststelle Westen à partir de mars 42. Et il s'agit... en décembre 1941, Alfred Rosenberg, à qualité de ministre des territoires occupés à l'Est, et demande à Hitler l'autorisation d'enlever au profit des administrations allemandes des territoires occupés de l'Est le mobilier des appartements abandonnés par les Juifs dans les territoires occupés de l'Ouest. Il s'agit donc de pillage dans le cadre de réquisition et de réaffectation d'appartements abandonnés par les Juifs dont les Allemands prennent les meubles. Les scellés sont placés, et ça se fait en dehors du contrôle français. Ça ne rencontre pas l'approbation du gouvernement français ni du commissariat général aux questions juives. Ils n'approuvent pas, non pas le pillage des Allemands, mais le fait de rester spectateur et d'en être exclu et d'être extérieur à celui-ci. Par exemple, pour la galerie Kramer rue de Monceau, le commissariat général aux questions juives apprend que Kurt von Baer de l'ERR est passé avant eux pour prendre tous les meubles et n'en a informé personne. Et à part le commissariat général aux questions juives, on n'a pas de trace de ce passage. Donc il s'agit de saisie de meubles au moment de la saisie des appartements ou de la saisie de meubles dans les garde-meubles. Et donc il y a d'importantes protestations du commissariat général aux questions juives, car cela intervient en dehors de toute légalité. Selon eux, bien sûr, ça intervient en dehors de toute légalité, mais ce n'était pas la légalité qu'avait instaurée Vichy, donc ils en étaient exclus. On a donc très peu de traces de ces pillages et des œuvres passées par ce biais-là. Et les autorités d'occupation ont même interdit les ventes aux enchères de mobilier juif des appartements réquisitionnés. Donc vous voyez, il y a eu une sorte de bataille en 1942 et 1943 sur ces histoires de vente aux enchères des appartements vidés. Les Allemands ne voulaient pas qu'il y ait des ventes parce que c'était trop long, il fallait aller vite, et ils voulaient de toute façon les prendre, bien sûr, pour eux. Enfin, ils avaient besoin de ces meubles, donc ils n'allaient pas les mettre à Drouot, c'est évident, mais bon, c'est important de le redire. Et pour le CGQJ, pour les Français, en fait, ces ventes auraient permis de payer les créanciers, notamment les propriétaires qui avaient des loyers qui étaient en suspens du fait du départ des locataires. C'était ça leur préoccupation. Ces pillages et les enlèvements de meubles sans aucune procédure lèsent, selon le CGQJ, les propriétaires des meubles, mais aussi les propriétaires des immeubles dépossédés des gages que la loi leur accordait. Cela désavantageait le fisc aussi. La législation fiscale reconnaissait au fisc des gages pour les impôts et les taxes. Or, les Allemands, là, empêchaient le fisc d'avoir ces gages. C'était donc les raisons invoquées par Vichy. Je dirais en conclusion que l'hôtel Drouot a davantage participé au démantèlement des entreprises juives en écoulant abondamment leurs biens qu'il n'a vendu d'œuvres d'art spoliées.
Les commissaires-priseurs ne connaissaient pas réellement, n'ont pas vraiment connu non plus d'épuration, comme vous le savez. Seuls 3 ont été inquiétés à la Libération et un seul révoqué. Mais on doit dire qu'ils ont aidé à la Libération dans certaines restitutions. Maître Bélier a aidé pour la galerie Bernheim ou Paul Rosenberg pour retrouver des œuvres et retrouver les clients qui avaient acheté à ces ventes. On voit aussi, bien sûr, certains commissaires-priseurs ont eu des procès avec des galeries qui avaient été arianisées. Ça, il ne faut pas le cacher, bien sûr, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et Adair avait été inquiété, bien sûr, à la Libération, mais a pu vraiment être complètement blanchi du fait de son argumentaire, du fait qu'il avait été prisonnier de guerre également au début de la guerre et qu'il avait fait des bonnes œuvres pour les prisonniers politiques. Il avait mis en avant ça. Bon, il avait la francisque, il était quand même proche de Vichy, mais il a aussi expliqué voilà, qu'il était un commissaire-priseur qui était obligé de vendre au moment de l'occupation, qu'il a exercé son métier. Et donc il a été en fait davantage attaqué pour avoir eu un commerce avec l'ennemi plutôt que d'avoir vendu des biens spoliés à des familles juives. C'était pas vraiment ça qui intéressait les tribunaux d'exception à la Libération. Donc, mais même en matière de collaboration avec l'ennemi, il y a eu un non-lieu, il n'a pas eu de procès. Il a eu le soutien de beaucoup de personnes, des attestations comme quoi il était dans la résistance. Bon, ça, difficile de les analyser parce que c'est des attestations qui viennent un peu, de personnes de la Croix-Rouge, de personnes importantes, de François Mitterrand. Voilà, donc il a eu beaucoup de chance, et je dois dire qu'il a eu aussi il a eu la chance que Schoeller, son expert, lui a tout pris, a eu des confiscations pour profits illicites, alors que Adair, qui était le commissaire-priseur avec qui il travaillait tout le temps, n'a vraiment rien eu. Donc là aussi, on peut s'interroger sur le rôle des experts, puisque les ventes, c'est pas simplement le commissaire-priseur, c'est le commissaire-priseur et les experts dans ce marché très compliqué. Et c'est une réalité complexe, comme vous avez vu, où les politiques de dépossession et d'expropriation des biens juifs sont multiples, concurrentes, où se mêlent en permanence des ventes ordinaires dans lesquelles il y a des objets d'art et des objets courants, où des marchands nouveaux peu recommandables apparaissent et profitent de l'occupation, où il y a des prête-noms qui agissent pour les Allemands, des commissaires-priseurs qui vont travailler beaucoup et d'autres qui vont mettre en sommeil leurs activités. Donc c'est un travail qui n'est pas totalement achevé, comme vous voyez, parce que c'est assez ample, et j'espère que j'ai pu soulever quelques interrogations avec ces évocations. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle, c'était vraiment impressionnant. C'était un travail formidable et très impressionnant, très sourcé. Merci beaucoup. Je sais pas, Dominique, est-ce que tu veux poser une première question ou tu as des réactions? Non, moi je suis impressionné par ce qu'a dit Isabelle, parce que c'est vrai qu'il y avait des choses... comment dirais-je, que je découvre, notamment sur les affiches. La seule petite nuance que j'apporterai, c'est que, compte tenu de mon âge, j'ai connu certains commissaires-priseurs qui avaient travaillé pendant la guerre et d'autres qui étaient en captivité, qui sont rentrés après la guerre. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il y avait deux catégories de commissaires-priseurs. Il y avait ceux, je ne cite pas de nom, mais qui étaient extrêmement, comment dirais-je, actifs et même dynamiques, et d'autres que j'ai connus, parce que je leur ai posé des questions, qui, recevant ces fameuses ordonnances d'appartements saisis et d'objets saisis, les mettaient en garde-meuble et
prenait un certain temps, pour ne pas dire laisser traîner les choses, et ce qui a expliqué qu'à la fin de la guerre, beaucoup de gens, certaines personnes revenant, trouvant leur appartement vidé, trouvaient quelquefois le nom du commissaire-priseur et ont pu récupérer un certain nombre d'objets et leur mobilier qui étaient en fait stockés dans les garde-meubles des commissaires-priseurs. Et ça, c'était une part qui était quand même assez importante. Et puis, les commissaires-priseurs qui, après la guerre, ont beaucoup collaboré pour retrouver notamment des collections. Moi, je pense à une collection fameuse qui avait appartenu à la famille Fabius, de bronze très important, qui avait été vendue aux enchères et qui a été retrouvée chez un antiquaire rue de Provence. Et monsieur Fabius père, connaissant le marchand, avait pu récupérer très vite ces bronzes et cette collection magnifique. Voilà. Mais par contre, je suis prêt à répondre à des questions de la salle. Peut-être juste ce que tu disais à la fin, ce qui m'a intéressé en parlant des tribunaux d'exception. Tu as bien expliqué que Ada, finalement, n'a pas été bien protégée et n'a pas été inquiétée plus que ça. Schoeller, c'était de mémoire plutôt pour des profits illicites, en fait, parce qu'il s'est enrichi. Oui, oui. Enrichissement, profit par le commerce avec l'ennemi. Donc il calcule, donc au sein du comité des profits illicites, il calcule quelle est la part du bénéfice qu'a fait Schoeller avec les Allemands. Donc le bénéfice allemand, quoi. Enfin, il y a tous les calculs, mais ils disent eux-mêmes qu'ils ne pourront jamais avoir la vérité, parce que dans le commerce de tableaux, les juges, ils sont désemparés parce qu'on peut, dans les écritures, ne pas tout mettre. On peut cacher, on peut faire apparaître des tableaux comme on peut ne pas en faire apparaître. Et Schoeller était expert et marchand. Donc un coup, il était expert, un coup, il était marchand. C'était très souple, enfin un peu comme... je ne sais pas si Raphaël Gérard était aussi expert ou que marchand. Mais en plus, ils n'avaient pas les archives. Enfin, voilà, là, récemment, on a trouvé dans les fonds Gurlitt les expertises que Schoeller a effectuées pour Gurlitt. Donc ça, c'est le pendant des archives côté allemand qui ont été retrouvées seulement il y a 15 ans. Donc c'est vrai qu'après-guerre, on ne disposait pas de toutes ces informations-là et qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça, c'est peut-être important à souligner parce qu'on entend souvent un petit peu, je me rappelle vaguement de la conférence qui a été donnée au Louvre en mars 2021, où était intervenu le président de Maître Giquelot, qui disait que c'est une grande problématique, c'est l'énorme manque d'archives, et ce qui est vrai. Je pense que Dominique, toi tu le confirmes aussi, que certains commissaires-priseurs ne gardent pas. Et là, je vous parle vraiment des archives privées, des commissaires de l'étude, c'est-à-dire évidemment les procès-verbaux sont généralement déposés aux archives de Paris. Mais archives de Paris, donc fonds de la Chambre des commissaires-priseurs et les fonds de chaque étude où il y a les procès-verbaux que vous connaissez. Voilà, c'est les procès-verbaux, mais justement, pas les privés, en l'occurrence, la chance qu'on a eue grâce à Sophie Dérault, qui est également présente ce soir, notre directrice adjointe de la bibliothèque l'INHA, qui a pu acquérir donc, ce incroyable fonds d'archives de l'étude Ludmer, mais précédé par l'étude Bélier, et qui permet, comme tu l'as montré, certains documents, d'avoir quand même une richesse toute autre, avec des annotations, avec une correspondance précédant chaque vente, etc. Donc je pense, il y a un petit peu aussi cette mythe que tout a brûlé, tout a été soit brûlé, inondé. Il y a quand même des sources qui existent et il faut les croiser, et aussi au-delà de la France, parce que côté allemand, notamment, tu as mentionné les musées allemands qui achètent, parce que on a tous entendu parler de Gurlitt, ça c'est un peu maintenant le plus connu, mais un des acheteurs pour Linz, mais de loin pas du tout le plus important. Donc là aussi, on a justement le côté d'archives maintenant en Allemagne, avec les factures, les expertises, etc. Donc il s'agit souvent, maintenant pour nous aujourd'hui, à croiser les sources au-delà des frontières. Là, je vous montre juste, archives publiques, donc de Maître Bélier, la vente des fils de Léon Helft. Donc ça c'est le procès verbal public, et là c'est le dossier privé de la même vente
dans les archives de l'INHA, de la bibliothèque. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on a le procès-verbal ici, donc la minute qui est publique, archives publiques. Et là, on aura les archives privées qui sont un peu différentes et qui apportent des compléments. C'est vrai que c'est un fonds magnifique parce qu'il y a des informations sur les vendeurs qui ne sont pas toujours dans le procès-verbal. Et donc, on a les adresses, on a parfois des correspondances entre les vendeurs et le commissaire-priseur, toute la préparation de la vente, les catalogues annotés qui sont hyper précieux parce que parfois, il y a des infos sur le prix de réserve, sur des ravalements d'œuvres. Donc, c'est vraiment un fonds important. Après, c'est vrai qu'il y a une partie des archives des commissaires-priseurs qui sont des procès-verbaux de vente et donc qui sont considérés comme des minutes et qui relèvent de la catégorie des archives publiques. Et donc, leur versement est réglementé par le Code du patrimoine. Les commissaires-priseurs ne sont pas censés les jeter, ceux-là. Mais les archives privées, évidemment, tous les dossiers de clients, les archives privées du commissaire-priseur, ils n'ont pas une obligation légale de les vendre ou de les conserver pour la recherche. Bien sûr, c'est fondamental. Moi, je plaide pour ça, mais il faut voir la réalité de la loi. C'est depuis la loi de 1979 sur les archives qu'il y a cette obligation sur les minutes et les PV de vente. Voilà, et le délai de versement, c'est 25 ans pour les commissaires-priseurs. Et pour ces minutes et PV, mais effectivement, il n'y a pas que les minutes et les PV, mais enfin, si déjà on a ça, je trouve que c'est déjà bien. Ensuite, après ce délai de versement de 25 ans, il y a le délai de la communication des documents, à partir de quand on peut les consulter, et pour les commissaires-priseurs depuis 2008, c'est 75 ans, le délai de communicabilité. Donc, voilà, il faut premièrement qu'ils versent. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'important que les commissaires-priseurs arrivent à verser, déjà qu'ils les conservent avant de les verser, ensuite qu'ils les versent, et ensuite, bien sûr, qu'elles soient communicables. Enfin, ensuite, on peut les consulter avec ce délai, parce que là, on parle de l'occupation, mais évidemment, toutes ces transactions qui nous intéressent, elles ne s'arrêtent pas à 1945. On a besoin de savoir tout ce qui se passe après. Les ventes des années 50, 60, voilà, c'est pas simplement... Là, c'est un sujet en soi, les commissaires-priseurs sous l'occupation, mais c'est vrai que pour la recherche de provenance, c'est intéressant de savoir ce qu'ils ont fait au-delà de l'occupation pour voir les années ultérieures. Et donc, vous pensez qu'on peut arriver à les sensibiliser? Alors, non, moi, je veux plaider pour ma paroisse parce que je me suis battu longtemps, et je ne suis pas le seul, pour conserver toutes ces archives. On avait un système qui n'était pas si mal fait, car autrefois, ce n'était pas 25 ans, c'était 50 ans. Les procès-verbaux. Et on s'est beaucoup battu, notamment dans les années 70-80, pour non seulement conserver, pour répertorier toutes ces archives qui servent aujourd'hui et qui sont fondamentales pour les futures générations. Aujourd'hui, le problème est différent puisque tout est numérisé. Et j'espère, je ne sais pas, que dans les années à venir, on pourra consulter les archives sans avoir de problèmes techniques, parce qu'il y a de moins en moins de papier, et les fameux procès-verbaux aujourd'hui dans les ventes ne sont pas faits sur papier, mais sur des machines électroniques. Donc le problème sera certainement différent. Et simplement, évidemment, si les commissaires-priseurs pouvaient nous donner, ceux qui sont actifs à Paris, leurs archives privées, ce serait un mieux. Mais comme ils ne versent déjà pas les archives publiques, c'est vrai que je ne sais pas si on va y arriver. Mais il faut savoir qu'avec la réforme, ça vous pouvez peut-être nous en parler, la réforme de 2000 qui fait qu'il y a des commissaires-priseurs volontaires et des commissaires-priseurs judiciaires. Quand un commissaire-priseur n'est que volontaire, il va avoir donc des archives purement commerciales, de ce que je comprends. Oui. Moi, je ne sais pas quel est exactement le secret. Enfin, je sais que le secret commercial est couvert à 25 ans de délai dans les archives publiques, mais dans les archives privées, je ne sais pas quel est le délai pour ces archives-là. Il n'y a plus les mêmes obligations pour les ventes volontaires que les ventes judiciaires. Et encore une fois, il y a de moins en moins de papier, donc le problème est tout à fait différent. Donc le procès-verbal est dématérialisé. Complètement dématérialisé depuis pas mal d'années déjà. Alors ça, oui, c'est peut-être un bien. Les commissaires-priseurs reprennent une étude précédente et donc se retrouvent parfois avec les archives des prédécesseurs. Donc ça dépend de chaque cas certainement, mais on peut se retrouver avec des archives d'il y a 80 ans. Est-ce qu'il y a une tendance un peu générale chez vos confrères? Est-ce qu'on conserve? Est-ce qu'on s'intéresse? Est-ce qu'on se sent responsable? Et il ne s'agit pas de juger les gens, mais est-ce qu'on se sent responsable de ces archives et de cette histoire-là, notamment donc, toujours sur le côté archives privées?
c'est vrai qu'on a, voilà, on a cette difficulté à accéder. Est-ce qu'on peut arriver aussi à convaincre, si jamais il y a de la réticence, les confrères pour dire voilà, c'est les archives de vos prédécesseurs, on ne les juge pas, vous en êtes détenteurs, mais ça pourrait être utile à la recherche. Dans la majorité des cas, nous avons toujours insisté et conseillé à tous les confrères, quand ils reprenaient une étude, de verser les archives aux archives de Paris. Je dois reconnaître, dans la majorité des cas, ça a été fait. Oui, mais par exemple, Maître Blond, c'était le commissaire-priseur qui a vendu... je ne sais plus pour ce qu'il avait... j'ai oublié. Enfin, Maître Blond, il a vendu une des collections importantes. Il a fait énormément de ventes. Il n'y a pas ses PV, quoi. Donc, même Maître Audap, pareil. Enfin, il y en a plusieurs comme ça où on regrette... oui, mais dans la majorité, quand même, ils ont été versés. Mais il y a des cas, effectivement, où les archives ont disparu. Moi, j'ai aussi un autre exemple, qui est beaucoup plus récent, dans le cas d'une étude importante qui était l'étude Adair-Picard-Sajan, et qui a eu des archives qui ont brûlé dans un garde-meuble il y a une vingtaine d'années. Et ça, c'était très fâcheux, puisque c'était pas que les archives de la guerre, hein, il y avait les archives récentes, et ça a brûlé avec un garde-meuble, je crois que c'est le garde-meuble Myoto. Il y a eu les archives, des meubles, des tableaux, des tapisseries qui ont brûlé. Ça avait été tout un problème. Du coup, quand on n'a pas les archives, nous, quand on cherche des informations sur des ventes, on est obligé de demander à la salle au commissaire-priseur et à sa maison de vente des informations sur ces ventes. Si c'est des ventes qui ont 20 ou 30 ans, pas forcément pour la période de la guerre. Donc, normalement, je dois dire que les commissaires-priseurs de Drouot sont plutôt coopératifs. Dans les exemples qu'on a eus, ils nous ont répondu plus facilement que Christie's Sotheby's, pour ne pas les citer, mais désolé s'ils sont là. Mais c'est parce qu'il n'y a pas... Enfin, voilà, il y a des cas, on a quand même des cas de jugement. On est obligé d'aller devant les tribunaux pour demander à certains commissaires-priseurs, dans certains cas, le nom des propriétaires. Vous voyez, quand on sait qu'une œuvre est spoliée, par exemple, parce qu'on n'a pas les archives, donc on est obligé de leur demander. Et là, on nous dit secret commercial. Mais ça, vous parlez de commissaire-priseur ou de société de vente étrangère ? C'est un peu la même chose. Ah oui, sauf que là, vous citez un cas très intéressant où des grandes sociétés de vente n'ont pas voulu donner les noms de propriétaires, et il a fallu aller devant effectivement les tribunaux pour exiger d'avoir le nom du propriétaire des objets spoliés. Mais là, je ne parle pas de commissaire-priseur. D'accord, c'est vrai que moi j'ai... dans ce qu'on... Oui, donc... Mais vous pensez que c'est la législation anglo-saxonne qui veut... Qui est totalement différente. Il y a le secret professionnel en Angleterre notamment, ou en Hollande, qui fait que sans un jugement, il ne donne pas du tout les coordonnées, alors que le commissaire-priseur français, officier public et ministériel, est tenu de donner, dans le cas d'une procédure bien sûr, immédiatement le nom du propriétaire. C'est cet exemple qui est très intéressant, de la spoliation de Lionel Hauser, donc spolié en 1942 au garde-meuble Gros-Piron. On en a parlé dans la presse, hein, c'est pas un secret. Il y a une spoliation très, très claire. Le tableau est décrit dans les archives du ministère des Affaires étrangères. Et bien, les ayants droit de Lionel Hauser veulent récupérer le tableau. Et Christie's, il faudrait savoir où est le tableau et qui sont les détenteurs, puisqu'il y a eu une vente du tableau. Et donc, il y a eu un jugement récemment, en 27 janvier 2023, du tribunal judiciaire de Paris, qui demande à Christie's Londres de donner le nom du vendeur de cette œuvre, puisque Christie's reconnaît qu'il y a spoliation, mais ne veut pas rendre le tableau et ne veut pas donner le nom. Donc, ce jugement est très intéressant, parce que c'est contre Christie's Londres, et je ne sais pas ce qui va advenir de ce contentieux, mais c'est intéressant pour montrer que finalement, un tiers, moi je trouve qu'il ne peut pas vraiment se réfugier derrière un prétendu secret professionnel et commercial, parce qu'il y a quand même un intérêt général qui s'attache à la découverte de la provenance de ces biens, et qui prévaut sur le secret des affaires et la protection de la vie privée. Et donc, par conséquent, pour résoudre des affaires, je trouve qu'on pourrait éviter de passer par des tribunaux, parce qu'on n'a pas de moyens d'agir sinon. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en matière juridique et judiciaire, le système de droit écrit, de droit français, qui existe en France, en Allemagne, en Italie, est extrêmement clair et beaucoup plus simple, puisqu'encore une fois,
que ce soit un notaire, un commissaire-priseur, un huissier, dans le cas de procédure, il donne tout de suite les éléments. Il est tenu de les donner. Dans le cas de sociétés étrangères, notamment de droit anglo-saxon, c'est tout à fait différent, parce que le droit est un droit totalement différent, et c'est la grande différence. C'est pour ça que je trouve que le système de droit latin a le mérite de protection quand même vis-à-vis des acheteurs d'abord, mais surtout à ce système qui est extrêmement plus simple et plus clair que le système anglo-saxon. Et il y a une très grande différence entre ce système. Et on le voit bien. Vous voyez, vous citez un exemple, là, effectivement. Il faut aller devant un tribunal pour avoir une identité, alors qu'en France, il suffit qu'un magistrat demande, dans le cadre bien sûr d'un litige, le nom du propriétaire, et il l'aura. En revanche, donc, si on est sur ce terrain de la recherche de provenance, quand on fait des recherches, et beaucoup de gens ici font des recherches, si on s'adresse à une maison de vente et à un commissaire-priseur pour demander, voilà, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous avez vendu ce tableau, on s'interroge sur ce tableau, il était peut-être spolié, peut-être pas restitué depuis la guerre, ça serait utile de savoir qui était le vendeur, qui était l'acheteur, sans faire de procédure judiciaire. Alors, que se passe-t-il si on peut faire une loi générale? Qu'allez-vous faire ou que fera votre confrère? Est-ce que fréquemment vous allez donner le nom du propriétaire, vendeur et acheteur pour nous orienter faciliter un peu la recherche et essayer de repérer l'œuvre qui a encore changé de main peut-être 3 fois depuis, mais sans passer par un juge? Il y a un système qui fonctionne chez les notaires comme chez les commissaires-priseurs, qui étaient les chambres de discipline. On s'adressait à la chambre de discipline pour avoir ce genre d'éléments et on les obtenait. Et aujourd'hui mais les choses changent. Aujourd'hui, la législation est en train de changer. Il y a beaucoup plus de sociétés de vente que de commissaires-priseurs, je dirais, entre parenthèses, ancien modèle. Donc la législation doit s'adapter. Parce qu'en tout cas, c'est souvent ça. Il y a la question de la recherche de provenance pour les œuvres qui sont mises en vente aujourd'hui. C'est encore une question majeure. Mais dans l'enquête, il y a cette question, voilà, essayer de déterminer toutes les étapes. Et donc, voilà, on a souvent ça. Ça s'est échangé dans les années 60, 80, 90, 2000. Qui était propriétaire. Et voilà, que ce soit chez Christie Sotheby's ou dans des maisons françaises, on a cet obstacle régulièrement. Bon, en général, quand vous demandez, enfin, dans un cas précis, vous demandez les coordonnées, vous les obtenez. Encore une fois, pas sur une simple requête, sur un simple coup de téléphone, il faut faire ça dans les règles. Mais vous demandez via les chambres de discipline, vous obtenez les renseignements. On a des cas aussi où des gens nous ont répondu, vos confrères. C'est-à-dire qu'avec les ventes online, comme vous dites, les ventes par Internet, on ne peut pas toujours agir vite, quoi. Enfin, si on a des doutes, mais... Je pense qu'on va passer la parole à la salle, parce que le temps est déjà bien avancé. Donc, si vous avez des questions, alors je cherche désespérément le micro, mais sinon, il faut parler fort. Allez-y. Mais on ne trouve pas les micros. On n'a pas de micro. Pendant les ventes donc israélites, je voulais savoir à qui... Il reverse à l'administrateur provisoire les sommes et il prend des émoluments, c'est-à-dire ses frais de vacation et les frais de publication éventuelle de la vente. Ça va à l'administrateur provisoire et ensuite... Est-ce que c'était la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bloqué? Ça restait en France? Oui. À l'État français? Oui. Oui. Pour les ventes d'arianisation, oui. D'accord. Ok, mais c'était pour savoir. Merci. Non, je vous en prie, c'est compliqué. DRO a un fonds formidable qui est le fonds Pilet-Will et le fonds Baudouin, qui sont les archives de tous les catalogues de vente, pas toujours accessibles. Mais je voulais savoir si la Chambre elle-même avait des archives qu'on pouvait consulter et ce qu'il y avait dedans. Et une question pour vous, madame, vous avez évoqué la vente des domaines. Je voulais savoir si c'était les commissaires-priseurs qui les faisaient ou d'autres personnes et où est-ce qu'on pouvait trouver ces registres. Est-ce que la Chambre a des archives? La Chambre, elle a versé aux archives de Paris, la Chambre. Oui. Il y a les registres des déclarations de vente et les quitus des commissaires-priseurs. Ça, c'est les archives de la Chambre. Mais elle avait peut-être... Enfin, je me souviens d'avoir vu, il y a 10 ans, des archives magnifiques dans des chambres de bonne de la Chambre, mais...
elles n'étaient pas versées encore, mais maintenant, la chambre, ça n'existe plus. Avec la nouvelle réforme, il n'y a plus de chambre des commissaires-priseurs. Il y aura une chambre des commissaires de justice, quoi. C'est ça maintenant. Il y a une chambre des commissaires de justice. Mais voilà, donc il y avait peut-être d'autres archives à verser, mais là, voilà, je sais pas. Normalement, ce que j'ai pu voir à la chambre, c'est aller à Drouot Patrimoine. Et puis, pour les choses qui sont des collections, hein, qui ne sont pas des archives, mais les archives sont aux archives de Paris. Et pour les... Mais Drouot a conservé encore pas mal d'archives. Ils ont encore des archives à Drouot. Oui. Tout n'a pas été versé, il reste des archives qui sont consultables. Oui, bah, il y en a toujours des actuels, oui. Mais je parle pour la période de la guerre, c'est versé normalement. Ça a été versé aux archives de Paris. Voilà, oui. Ça, enfin, pas tous, on le déplore. Et donc, pour les domaines, je sais qu'il y a les commissaires-priseurs de Drouot qui peuvent agir à la requête des membres de l'administration des domaines. Je ne sais plus le nom du... Voilà. Et c'était votre question, c'était... Où est-ce qu'on pouvait trouver ces archives? Parce que les domaines, quand vous les appelez... Il y en a aux archives de Paris. Les domaines, quand vous les appelez, ils sont au niveau territorial. On a aux archives de Paris. Et puis, il y en a aux archives de l'administration, enfin, du ministère des Finances à Savigny-le-Temple. Ça, c'est au niveau central. Et puis, au niveau territorial, il y a les archives de Paris aussi. Ils ont des archives des ventes, des séquestres et ensuite des ventes. Bah, les domaines, c'est le ministère des Finances, les domaines. Oui, mais quand on les appelle à ce propos-là, Non, mais non, les domaines actuels, ils ne sauront pas ça. Non. Allô ? Oui, pardon. Est-ce qu'il y a eu des traces de procès après la guerre, donc de propriétaires juifs contre des commissaires-priseurs ? Et est-ce que, du coup, ça aboutit à des démarches, à des restitutions? Oui, est-ce qu'il y a eu des contentieux entre des propriétaires juifs, des commissaires-priseurs? Oui, il y a eu Bélier, il y a eu des contentieux avec la galerie Fabius. Mais ça s'est réglé. Oui, mais il y en a quand même eu. Il y a eu pas mal. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des commissaires-priseurs qui sont passés en justice. Et finalement, il y a eu peu de condamnations. Je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 qui ont été suspendus. Il y a la question les poursuites contre les vendeurs, les commissaires-priseurs, mais en revanche, il y a beaucoup de procédures judiciaires sur la base de l'ordonnance de 1945, du 21 avril 1945, qui permet de faire annuler par un juge judiciaire les ventes, l'ensemble des actes de spoliation, dont ce type de vente. Et donc là, il y a énormément d'ordonnances de restitution qui sont consultables aussi, et notamment aux archives de Paris, qui annulent toutes ces ventes. Les ventes faites dans le cadre de la législation de Vichy, mais c'est l'annulation de ces ventes, ça n'est pas nécessairement un contentieux ou une plainte contre les vendeurs. Je précise une chose, d'ailleurs, c'est que dans la première Assemblée constituante, il y avait une chose très intéressante et très importante, puisqu'il y a une loi qui a été votée, qui touchait surtout d'ailleurs les biens immobiliers, puisque c'est la première fois dans l'histoire, une loi passée à l'Assemblée nationale qui permettait d'annuler toutes les ventes qui ont été réalisées entre 40 et 44, notamment les ventes d'immeubles à Paris. Et ça a touché après, bien sûr, les ventes aux enchères, mais d'abord les ventes de biens mobiliers, donc des immeubles qui avaient été vendus pendant la guerre, on peut dire à vil prix. Les ventes ont pu être annulées grâce à cette loi. Et ensuite, il y a eu effectivement des lois qui ont permis les annulations des ventes aux enchères litigieuses. Ça, c'était une première, parce que pour les ventes de biens immobiliers étaient faites devant notaire, donc c'était des actes authentiques. C'est donc une loi qui a permis de casser ces ventes et de permettre aux propriétaires qui revenaient de récupérer leurs biens. D'autres questions, remarques? Non, simplement pour rebondir, parce que du coup, vous parliez des maisons de vente aux enchères internationales et principalement Christie's et Sotheby's. Je pense que j'apprends rien à personne, mais donc moi j'ai travaillé pour les deux et c'est vrai qu'on est encore très très actifs, notamment sur les questions de restitution. Les deux maisons possèdent des départements qui continuent leurs recherches. Et quand vous parliez par exemple de questions de refus, et particulièrement cet exemple de donner les noms de propriétaires, alors je peux parler que pour Londres parce que j'y ai travaillé, mais c'est derrière, il y a parfois une logique de vouloir protéger un peu le good faith buyer. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a quand même un vrai sujet
de vouloir faire avancer les choses et restituer les œuvres, mais vient parfois, et ça on en a tous un peu fait l'expérience, cette complication du fait qu'il y a eu tout un trou de recherche pendant plusieurs années, et qui n'est pas facile à faire accepter également à un acheteur, enfin, qu'il ait un rôle un peu négatif dans ces histoires de spoliation. Après, généralement, nous, en termes de recherche, tout ce qui est catalogueur, chercheur, etc., essaye de ne pas s'arrêter au trou de provenance. Si jamais, par exemple, on ne peut pas l'offrir, donc ça nous est beaucoup arrivé d'avoir des œuvres qu'on ne peut pas offrir. Et on essaye tant bien que mal, mais aussi parce qu'évidemment, il y a un intérêt commercial, mais à ne pas s'arrêter et à faire en sorte que la provenance puisse continuer pour qu'évidemment, il soit restitué puis réoffert. Donc c'est vrai que c'est... Et ça, en fait, ça vient aussi du fait qu'on protège nos clients, mais je vois exactement ce que vous voulez dire. C'est pas évident. Oui, là c'est un peu particulier parce qu'en fait le Christie's a reconnu la spoliation, mais elle ne veut pas le rendre, le tableau. Les gens veulent le tableau, ils ne veulent pas un accord financier. Alors, là d'ailleurs c'est même... Christie's veut un accord financier. C'est Christie's qui a repéré la spoliation là. C'est Christie's qui a cherché les ayants droit. Parce que Christie's l'avait déjà vendu en 2005. Il avait déjà vendu le même tableau en 2005 à cet acheteur-là qui le revend là, enfin qui le revendait récemment. Donc on l'a vu réapparaître. Les ayants droit de Lionel Hauser l'ont vu apparaître et donc voilà. Mais Christie's, voilà, ils sont d'accord, mais ils veulent un accord transactionnel financier et pas une restitution du tableau parce que. Donc, c'est pour ça qu'ils bloquaient sur l'identité. Voilà, bon, bah, c'est un cas qui existe, je pense, à de nombreuses reprises, quoi. Les lignes. Voilà, non, bah, c'est pas secret. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez des informations sur les circuits internes même aux ventes aux enchères, c'est-à-dire les différentes étapes de vente, puisque moi, ce que j'ai identifié, c'est un circuit qui est peut-être tout à fait marginal en termes d'importance financière et numérique. Ce sont les ventes par des officines collaborationnistes de tableaux venant des appartements. Donc qui n'est pas un circuit allemand, mais qui est un circuit franco-français. Et dans ces ventes de cette fameuse organisation qui s'appelait le COSI, Comité ouvrier de secours immédiat, participaient en tant qu'acheteurs des galéristes et des commissaires-priseurs, puisque j'ai relevé le nom de Georges Blond, d'Alphonse Bélier, du docteur Simon, de Van der Kliep, etc. Donc il y avait aussi des ventes secondaires, enfin je ne sais pas comment les appeler, dans des marchés, en l'occurrence c'était à Sceaux, c'était à Montrouge, c'était pas à l'hôtel Drouot. Mais peut-être qu'après, une fois que le commissaire-priseur a acquis ses œuvres, lui il les revendait à Drouot. Ça, moi j'ai pas travaillé là-dessus. J'ai pas eu le temps de creuser ça, mais vous me l'aviez indiqué et ça m'intéresserait de regarder ces liens avec le COSI, la milice aussi. Le commissaire-priseur n'achetait pas d'œuvres et c'était contraire à toutes les règles. Ouais, il n'y a pas d'achat d'œuvres par un commissaire-priseur et revente. Ça, c'est le métier du commerçant. Le commissaire-priseur, de par son statut, officier public et ministériel, ne pouvait jamais ni acheter ni revendre pour son compte. Ou alors ils interviennent pour des tiers. C'est une question pour Isabelle. À part le cas du Matisse, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de cas d'œuvres? Non, en fait... Attends, je termine. Oui, pardon. Je vois ce que tu veux dire, ce que je me suis posé la question. Parce que, en plus, le cas du Matisse, il est... Terminer la question, oui. Le cas du Matisse est particulier parce que c'est sûr que c'est une spoliation allemande, mais avant de se retrouver à Drouot, il circule sur la transaction et le négoce de l'art entre particuliers, indépendamment de toute vente aux enchères. Donc, il se retrouve à Drouot de façon presque incidente. Oui, tout à fait. Voilà. Je suis d'accord. Bon, donc ma question c'est est-ce qu'il y a des cas de spoliation allemande, qu'elle soit le fait de l'ERR
ou de la Meuble Action que l'on retrouve à Drouot. Parce que où sont passées toutes les œuvres de la... Est-ce qu'il y a des œuvres de la Meuble Action qui se retrouvent à Drouot? Est-ce qu'il y a des circuits de coulage? Parce que je relisais cet après-midi les plaintes je crois que c'est des plaintes de Scholz qui proteste auprès de Fonbert en lui disant: vous nous envoyez plein de merde, c'est de la peinture juive, qu'est-ce que vous voulez que nos pauvres bombardés allemands puissent installer chez eux toute cette peinture dégénérée, arrêtez de nous envoyer tous ces trucs. Donc ce que je me dis, c'est que la Meuble Action a dû être embarrassée à Paris de se retrouver avec tout un stock d'œuvres d'art qui n'était pas exportable en Allemagne. Oui, ben, j'ai trouvé des... Enfin, alors, c'est peut-être pas ça la raison, mais j'ai trouvé des ventes Enfin, pas des ventes, du fait que la milice récupérait des meubles, probablement de la Meuble Action, parce que dans la presse, on dit que ça vient des Juifs, que ça vient d'appartements juifs, et on voit la milice qui les prend, les meubles, et qui va les distribuer à des sinistrés, voilà. Mais du coup, ces meubles, ils viennent peut-être de choses que la Meuble Action n'a pas voulu, parce que moi, je savais pas d'où ils venaient, ces meubles. C'est juste, on voit des meubles qui prennent dans des logements. Interpréter ça est pas simple. Moi, je pense qu'il y a peut-être eu des restes que la Meuble Action n'a pas pris, n'a pas pu exploiter, qui ont pu aller à Drouot, mais simplement, comme c'est des pillages et pas des arianisations économiques, il n'y a pas beaucoup de traces de ça. On peut trouver indirectement, mais comme vous avez vu dans tout ce que j'ai montré, il faut aller voir les archives du commissariat aux questions juives, les archives des musées nationaux, il faut aller voir les archives des affaires étrangères, il faut aller voir les commissaires-priseurs, parfois des archives privées, tout est dispersé et disparate. Donc effectivement, pour avoir parfois une affaire entière, on peut pas. On a un coup de projecteur à un moment donné, mais on n'aura pas le début ni la fin. Donc il faudrait creuser. Oui, il y a certainement... Enfin ça c'est intéressant, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment des filières de la Meuble Action? Il doit y en avoir à mon avis, puisque le CGQJ les voudrait ces meubles. Ils disent qu'ils voudraient vendre à Drouot le contenu des appartements. Et les Allemands ne veulent pas, font des ordonnances pour rappeler qu'ils ne doivent pas, les Français ne doivent pas y toucher. C'est pour eux. Donc ça prouve qu'il y a un enjeu. Il faut quand même préciser que tous les tableaux, les œuvres d'art importantes qui étaient stockées au musée de l'Orangerie ne sont jamais passés en vente aux enchères publiques. Toutes les œuvres importantes. Non, mais le RR, il se servait en priorité. C'est pour les Allemands, quoi. Le maréchal c'est pas pour Göring, que n'a pas beaucoup acheté à Drouot, il préférait se servir lui-même. Hein. Ben oui, les œuvres importantes sont... Sur le reliquat, en effet. Ils les ont d'abord prises avant... Il n'y a pas eu de... Peut-être même s'il y a eu des inventaires. Hein. Juste pour compléter ce qui vient d'être évoqué, il faut aussi peut-être rappeler qu'on parle, on parle des archives, on se base tous sur les catalogues de vente, mais il n'y avait pas des catalogues de vente pour toutes les ventes. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Il n'y a pas... Le catalogue de vente, aujourd'hui, on a l'habitude, parce que soit c'est sur Internet ou une publication, c'est facile, mais à l'époque, il y avait des catalogues de vente uniquement pour les grandes ventes. Oui. Il y avait beaucoup plus de ventes, oui, des listes peut-être, mais en tout cas, au niveau des sources, c'est beaucoup plus difficile à trouver des traces. Et comme disait Sylvia Arburger, justement par rapport à COSI, on a quelques noms comme ça qui circulent dans les listes des ventes en dehors de Paris. Alors justement, ça c'est intéressant aussi. Pourquoi là, les circuits, ça se passe en dehors de Paris, en dehors des murs de Paris. Donc je pense que, comme disait Isabelle, la situation des sources est extrêmement difficile. Mais là, encore une fois, je pense qu'il faut peut-être beaucoup plus croiser avec nos collègues allemands, parce qu'il faut quand même rappeler que les Allemands... L'occupant voulait documenter tout ça. Ils étaient obligés de signaler tout objet, tu l'as dit, d'une valeur de 100 000 francs. Donc, tout a été signalé. Je sais qu'aujourd'hui, à l'université de Mayence, ils ont tout le fonds du Kunsthistorische Institut. Donc, c'était, si vous voulez, une sorte d'institut de recherche un peu sous le nom d'histoire de l'art, mais qui contrôlait, qui surveillait le marché de l'art en France et qui d'ailleurs récoltait tous les documents. Donc peut-être, ça se trouve que le fonds, ils ont beaucoup plus de catalogues de vente qu'ici à Paris. Je ne sais pas. Il faudrait faire une comparaison un jour. Mais donc ces archives-là existent.
Et il y a des chercheurs qui travaillent sur ces fonds. Donc voilà, donc il ne faut pas seulement se concentrer sur les fonds d'archives en France. Et surtout, là on a parlé de Drôme, mais là, sous l'occupation, évidemment, il y a Nice. Nice est très active, le sud de la France, puisqu'il y avait beaucoup de Juifs qui s'étaient réfugiés là. Et il y a eu des ventes, dont une importante. La très grande majorité des ventes, ce que dit Inès, c'est exact, c'était des ventes sans catalogue. Donc il n'y avait pas de photos, les gens étaient dans la salle. Moi, j'ai le témoignage de ces commissaires-priseurs qui ont travaillé, qui me disaient que certains jours, dans ces ventes dites courantes, où il y avait beaucoup de marchandises, ils ouvraient les portes de la salle, ils attendaient qu'il y ait du monde, et quelquefois, il y avait 2-3 personnes. Et ils avaient une règle, c'est qu'il y avait un minimum de 7 personnes, sinon ils ne pouvaient pas commencer la vente. Donc il y avait des ventes qui ne se faisaient pas, faute de combattants, faute de clients. Mais la grande majorité des ventes étaient faites sans catalogue. Et dans les catalogues, c'était effectivement les objets importants. Et on faisait peu de photos. Et les photos que l'on voit sont des photos pas de très bonne qualité, en noir et blanc. Et tout n'était pas photographié. Pour faire un parallèle, aujourd'hui, les ventes dites courantes ou de décoration que nous faisons, tout est photographié parce que tout est sur Internet. C'est la grande différence. Mais à l'époque, les ventes qui avaient lieu tous les jours, à Paris et en province, c'était majoritairement des ventes non cataloguées. Alors, donc, elles ne sont pas cataloguées, mais vous les avez sur la Gazette Drôme. Donc ça, c'est quand même une source aussi qui est numérisée, qu'on peut avoir très facilement. Là, elles sont toutes annoncées, même les plus basiques, les plus modestes. Il n'y avait pas de photos. Elles sont quand même annoncées. Et là, on voit toutes les ventes qui ne sont pas qu'à Drouot, d'ailleurs, puisque les commissaires-priseurs que je vous l'ai montré allaient partout pour les faire, au besoin. Donc, et puis, bien sûr, ce système qu'on a décrit du monopole, c'est spécial à la France, ça n'existe qu'en France. Et... Ça existait, ça n'existe plus. Oui. Enfin, je suis sûre. Ça fait 25 ans qu'il ça n'existe en France, et c'est aussi pour ça que le marché des œuvres modernes a tellement explosé après la guerre, c'est que c'était déjà en gestation dans les années 30, et la guerre a mis en avant du fait que les Allemands ont utilisé les œuvres modernes dites dégénérées pour faire des échanges, et ça commençait déjà à créer ce marché sur l'art moderne qui s'est développé tellement après. Et c'est déjà en train de frémir à ce moment-là. Et il faut dire qu'en Allemagne, les commissaires-priseurs, c'est des marchands. Ils sont à la fois marchands. Et donc, on a des archives, mais purement privées. Ouais. Donc, vous avez Ozzetti, quand les gens ont vendu ces archives aux instituts d'art, mais on n'a pas... Enfin, on peut avoir des huissiers qui ont pu faire des ventes à la demande d'autorités, mais c'est plutôt des marchands qui ont été pris pour faire des ventes, des spécialistes, quoi, comme Groppe pour... C'est plutôt des galeries, oui. Il n'y a pas de système... Enfin, il y en a, mais très peu, très organisé en Allemagne, enfin, suivant les Länder, de vente aux enchères publiques. Et quand elles sont faites, ce sont faites par des galeries ou par des marchands. C'est un système assez différent. Pour faire une chose très courte, le système des ventes aux enchères en France était tout à fait à part. Et en dehors de la France, vous en avez en Angleterre, vous en avez en Belgique, mais il y a des tas de pays où il y a très peu de ventes aux enchères. Je pense à l'Italie, à l'Espagne, même à la Suisse, en dehors des ventes de bijoux à Genève. C'est quand même on peut dire une spécificité française et britannique. Les ventes aux enchères, c'est surtout la France et l'Angleterre, je parle en Europe. Ailleurs, il y a très peu de ventes. Je sais pas. Merci beaucoup. Un mot de la fin, parce que je vois l'heure qui avance et il faut libérer la salle. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à nos deux intervenants. C'est formidable. Et alors, on n'a pas encore le programme, mais il y aura une suite à l'automne, après l'été. Donc, de mémoire, la prochaine séance aura lieu le 20 septembre, avec également deux intervenants qui nous parleront des nouvelles sources pour la recherche, les sources photographiques, les archives Roger Violet, et aussi le spécialiste, d'ailleurs, c'est une sorte de suite de ce qu'on a entendu aujourd'hui, Vincent Tuchet, des archives de Paris, qui va certainement pouvoir approfondir ce qu'on a déjà entendu aujourd'hui. Donc, j'espère vous retrouver le 20 septembre, et d'ici là, je vous souhaite un excellent été. Merci.